Recording in progress. On va sûrement partager ça, comme ça tous les gens vont pouvoir profiter de la discussion. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont seulement vu en vidéo, vous me voyez encore vidéo. Nicolas Desjardins, donc fondateur de Neura, en fait, anciennement Institut Neuroperformance. Donc, ça fait plus de 10 ans déjà que j'enseigne en Europe, particulièrement, que je me suis mis à enseigner, en fait, dont au Québec. Donc, j'ai commencé à Nantes, ici, à Lille. Ensuite, on a ramené les formations au Québec et maintenant, je suis pas mal toujours ici, quoi. Hein. Je reviens dans 2 semaines au Québec. Donc, je viens une fois par année seulement maintenant. Donc, 2 semaines, c'est la chance de m'avoir avec vous si vous venez faire les petites formations. Je vais offrir NAT 101, puis je vais offrir aussi Myonic 2, en fait, qui est en pleine explosion en ce moment. Donc, on va pouvoir en parler probablement à ceux qui sont là si vous avez des questions. Mais c'est rendu assez, j'ai le terme flyé en québécois dans la tête, mais ça s'en vient un peu débile, un peu dément, les techniques. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? Puis justement, on a eu la chance de pratiquer sur des cas très, très, très lourds en Belgique. C'est un peu qu'ils nous ont amené tous les cas extrêmes, Parkinson, des retards de développement des enfants nés prématurés, exemple 18 ans, ne sait pas lire encore, des choses assez intenses, là, syndrome de Guillain-Barré. On a eu droit à toute la ribambelle possible, puis pas mal satisfait des nouvelles méthodes, en fait, de ce qu'on applique. Parce que là, on fait des découvertes. Je peux dire que Philippe a contribué beaucoup à ça en amenant le concept des fascias profonds. Même Moril avec fascia nombril, fascia des yeux, des choses comme ça que là, on a pu... j'ai mis dans mes plans de traitement directement en faisant des échanges avec vous. Je pense que c'est ceux qui ne savent pas un peu le motif derrière Neura, c'est ça. On a créé une espèce de logo que c'est un cercle. Vous allez voir, il y a des vagues dans les documents. C'est des ondes, en fait, parce qu'on veut se rassembler, on veut raisonner ensemble dans une idéologie, un nouveau modèle thérapeutique, en fait, peu importe c'est quoi les métiers des gens, en fait. Hein, on reste dans l'anatomie, de la physique, de la biochimie, de la neurologie, etc. Mais on peut utiliser des outils maintenant qui sont de plus en plus intéressants, en fait, pour les métiers plus traditionnels. On utilise énormément le fascia. Maintenant, avec Myonic 2, on va utiliser beaucoup plus l'électromagnétisme parce qu'on a commencé dans le concept des courants de blessure. On s'est rendu compte qu'on pouvait jouer, exemple, on avait déjà des lignes directrices avec ça, avec l'électromagnétisme, les microgalvanismes, donc les champs électriques qui produisent un champ électromagnétique. Alors, maintenant, on a appris des corrections électromagnétiques, donc on peut choisir est-ce qu'on fait une correction électromagnétique ou une correction du courant de blessure dans les tissus. À partir de là, on jongle avec tout ça. Philippe, Moril nous a fait réfléchir à d'autres fascias un peu plus superficielles. Philippe Denis, justement, c'est cool que vous soyez là, en fait, les deux aussi. Philippe, en tant qu'ostéopathe, on connaît beaucoup de membranes et de fascias plus profondes dans le corps, des choses que moi, en tant que massothérapeute, à la base, c'est pas des trucs que j'ai appris. Même chose, Barbara, en kinésithérapie, on va dire physiothérapie au Québec non plus n'a pas appris, même si on a quand même des bases en anatomie, on n'a pas le choix. Maintenant, Philippe a développé le cours sur les fascias profonds avec les mêmes techniques, en fait, qu'on avait pour les fascias. Pour le Myonic 2, on va aller plus loin parce qu'on a rajouté beaucoup plus de trucs par rapport à ça. Ça va être vraiment intéressant. Mais dans cette même logique d'aller en profondeur dans le corps, de voir qu'on peut, par l'intention aussi, aller creuser plus loin dans le corps, on s'est mis à l'exploration de plein de nouveaux systèmes, plein de nouveaux tissus, mais aussi des variantes comme les nerfs, des choses comme ça. Puis le fascia passe partout. Hein? On est même rendu qu'on fait des corrections de la lymphe avec la méthode de fascia maintenant. Ouais, ça, c'est la nouveauté que je n'ai pas dit à Philippe. La lymphe est soutenue par le fascia, mais ne contient pas de fascia. Maintenant, on va écrire toute la documentation qui explique pourquoi ça fonctionne, puis etc. Donc, ça va être pas mal cool. Donc, c'était un peu les nouvelles que je voulais vous dire du vieux monde, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de mijoter? Malheureusement, Barbara ne sera pas avec nous. Au Québec, elle dit qu'elle ne veut rien savoir. Ils sont fous là-bas. Non, c'est pas vrai. Donc, elle ne sera pas là, mais on a une partie de son brillant cerveau aussi qui est là parce qu'elle aide beaucoup au niveau de l'analyse puis des milliards de questions, comme pourquoi l'eau goûte l'eau? C'est pas moi. Des discussions comme ça.
Non, je déconne. Bref, enchanté, Adam, que j'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si on s'est parlé, si tu as suivi des formations chez nous. Gaétan, on a eu la chance quand même de discuter un peu. José, j'imagine que c'est José Bilodeau peut-être qui est là. Si tu peux peut-être écrire ton nom, José, parce que ton micro est fermé, ou mettre la caméra, ou faire un petit son de ta voix. Hop, José est parti. Non, il ne fallait pas. Ah, elle est de retour. Tu as fermé la caméra, en fait. C'est ça que tu as fait, José. Donc, voilà. Évidemment, le live, c'est un live pour vous. C'est un live pour vous avec vos questions. Donc, je voulais faire une petite introduction, mais j'aimerais beaucoup vous me parliez de vos problématiques, en fait. Qu'est-ce qui se passe en clinique, de votre côté, des questionnements, des cas que vous avez de la difficulté à résoudre et comment on peut vous aider, en fait, là-dedans avec notre expérience, parce qu'on est quand même, là, il y a Maurice aussi qui est rendu assez avancé au niveau des méthodes, hein, qui a fait un beau changement de carrière là-dedans, puis qui a pris pas mal d'expérience. Philippe aussi, même chose. Barbara vient de faire 5 mois d'internat avec moi tous les jours. Donc, ça a bien été de ce côté-là. Puis elle a fait beaucoup de formations aussi. Donc, pour les autres, Gaétan, je sais que peut-être tu as fait des trucs en ligne. Je ne suis pas certain. Ni Adam, ni José, vous en êtes où, en fait, dans tout cela. J'aimerais bien ça, comprendre vous en êtes où, en fait, puis vous donner des outils qui peuvent vous aider à peut-être des lignes directrices aussi, si vous n'avez pas nécessairement les formations, mais pour vous aider à mieux comprendre. Il y a des choses qui semblent très difficiles, mais qui ne sont pas très difficiles, et des choses qui semblent très faciles et qui ne le sont pas. Hein? On n'est pas des bons dieux, on n'est pas des dieux non plus, on est des thérapeutes, on a différentes méthodes, mais tout a des challenges et c'est complètement normal. Oui, pas évident du miracle de l'information, effectivement. Là, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu peux nous faire venir. Ça fait plaisir. Je ne suis jamais allé au Maroc, d'ailleurs. Je voulais l'an passé, mais on n'a pas réussi. Finalement, on était là en Turquie. Donc, c'était un... Ouais, ben ouais, ça me fait trop plaisir d'aller là-bas. On voulait faire des projets de retraite aussi. Ça ne s'est pas passé à cause de notre ami, le COVID magique. Ça a été un peu difficile. Mais voilà, je pense que la vie est relancée là, pas mal. Avez-vous des problématiques, des choses, vous avez parlé, des nouvelles découvertes, je ne sais pas, n'importe quoi, mais il faut s'ouvrir le cerveau. Ton micro est Moi j'ai des questions. Oui. Donc, j'ai un client qui a été diagnostiqué une épine de Renoir. Épine de Renoir. Voilà. Donc, ce matin, je viens de découvrir en fait qu'il avait eu une torsion du tendon du muscle plantaire de la jambe. Ouais. Donc là, en fait, j'ai dépolarisé parce qu'il y avait énormément de douleurs dessus. Ouais. Voilà, donc, du coup, ça a disparu. Tu pratiques avec la méthode de fascia de Nuera, là? Quand tu dis dépolariser? Oui, c'est ça. En fait, je pratique avec la dépolarisation, plus le fascia et quelques techniques de... voilà, j'ai oublié le nom. De Denis, merci. OK. Voilà, parce que j'ai commencé ses cours à lui aussi. Et quelques techniques aussi pour tester le testing au niveau des réactions du corps, enfin, bon, etc. Ouais. Donc, effectivement, là, au niveau du tendon, il y avait 3 parties qui étaient en conflit, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, moi, l'idée de la problématique, c'est comme l'épine de Renoir, c'est du calcium qui s'est figé. Ouais. Est-ce qu'il y a possibilité, alors, soit par des techniques NoRNA bioélectriques ou alimentation ou autre, de pouvoir le dissoudre, on va dire. Oui, je comprends. Bon, c'est assez particulier comme situation. Donc, quand un dépôt osseux qui est fait, c'est un peu difficile revenir en arrière, sans opération, évidemment. Par contre, qu'est-ce qui a produit le dépôt osseux? Quand tu as dit qu'il y a une torsion dans les tissus, la torsion n'est pas apparue par magie, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, son pied est instable à la base. Valgus, varus, pronation, supination, appelez ça comme vous voulez, il y avait de l'instabilité au niveau du pied. Puis l'instabilité au niveau du pied n'arrive pas non plus par magie. Habituellement, c'est un manque de sensibilité des ondes d'appui, en fait, communes du pied
On veut que le talon touche au sol, ça soit distribué environ de part égale avec le bord externe du pied, puis ensuite, premier métal, tête du métal, on veut un tripode connecté au sol. Donc, quand le pied commence à mal se positionner, les structures osseuses vont commencer à toucher un petit peu trop le sol, ne sont plus retenues correctement par les fascias plantaires, les muscles intrinsèques du pied, tibial antérieur, lonfibulaire, les autres. Toutes les structures, en fait, qui doivent tenir le pied en place. Donc là, par friction, le casse-protège va faire des dépôts osseux. Ça peut être par dépôt osseux. On parle d'autres modèles dans la même ordre d'idée. Exemple, une bosse de bison dans le cou, la tête trop vers l'avant. Le corps va produire des fibroblastes qui est du collagène, en fait, pour retenir la structure, pour pas qu'elle tombe ou pour la protéger au niveau des os. Donc, dans les deux cas, quand c'est en place, c'est un peu difficile. On ne peut pas faire fondre nécessairement les tissus. On peut les remouler, on peut renforcer les structures, mais dans le même ordre d'idée, son pied, c'est pareil. Donc, évidemment, moi, ce que je faisais avant, quand je peux faire encore le même principe là, avec les semelles Quantum Jump, par exemple. Vous pouvez prendre une semelle aussi de confort sans utiliser Quantum Jump. Quantum Jump, ça va aider parce que ce que ça fait, c'est que ça nourrit le système nerveux central, puis par effet secondaire, la posture est améliorée instantanément parce que le système nerveux central, sa job, c'est de nous garder en homéostasie, puis l'équilibre en fait partie. Puis, si le système nerveux central fonctionne mieux, on reçoit mieux l'information de la peau, de l'oreille interne, des yeux, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend, exemple, une semelle, et au niveau de l'épine, on peut faire un trou dans le tissu de la semelle pour que son talon puisse se déposer sans que l'épine soit directement en contact avec la structure. Donc, on libère un trou pour que l'épine se positionne à cet endroit-là. Avant de faire le truc, prenez la semelle, vous allez regarder l'épine est où, vous allez faire une petite marque, vous allez la supprimer. Il y a Gaétan qui va... je vais lire qu'est-ce qu'il dit, Gaétan. Peut-être que Gaétan, justement, en tant que podologue, tu peux répondre à ça, ta méthodologie, ce serait intéressant. Adam, José, si vous pouvez me dire votre métier, ça serait intéressant. Comme ça, je peux essayer de faire des parallèles avec vous. Oui, désolé, je ne pouvais pas discuter pour le moment. Ça y est, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Donc, moi, je suis podologue, ostéopathe. Je pratique la posturologie. Voilà, donc question intéressante sur la pneumoconnévrose plantaire et les épines calcanéennes. En effet, où pour moi, c'est une tension de toute la chaîne musculaire postérieure et plantaire, bien entendu. Et si on diminue cette tension au niveau des chaînes musculaires postérieures et plantaires, on va également enlever l'information douloureuse. Ce qui génère la douleur, c'est pas l'épine calcanéenne, mais c'est bien la tension qu'il y a et qui a généré justement cette croissance osseuse. Et du coup, si c'est là, il va falloir simplement détendre ce système, cette chaîne postérieure, voir comment est la posture, peut-être reculer le centre de gravité qui est parfois trop antérieur et qui met en tension cette chaîne musculaire, parfois par d'autres moyens. Et comme tu disais également, générer un léger amorti au niveau de la semelle. Peut-être dans un premier temps mettre une talonnette amortissante et puis progressivement, petit à petit, la diminuer en attendant qu'il s'étire, qu'il s'assouplisse. Et généralement, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Après, il y a les ultrasons également, si on veut vraiment traiter l'épine calcanéenne, en plus. Et puis, voilà, la plupart du temps, ça fonctionne très bien, ce genre de traitement. Ouais. Il faut regarder la posture. Pourquoi c'est là? Pourquoi il y a une douleur? Et pas simplement traiter les symptômes comme vous faites tous, vous cherchez la cause. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu cette tension au niveau des chaînes musculaires, voir quel profil postural il a, et puis voir s'il n'est pas en excès dans sa chaîne. Et quand on temporise un petit peu ça, quand on le rend plus adaptable, ça va mieux. Voilà ce que je fais pour le moment, moi, avec un taping également pour essayer de détendre un petit peu les tissus, travailler sur les fascias et sur les nerfs cutanés de la zone. On va se faire le fascia postérieur superficiel qui va aller toute la plante du pied, passer derrière les mollets, tout le derrière du corps jusqu'au-dessus des yeux, en fait, qui va stabiliser ça. Je ne sais pas c'est quelle formation tu as fait, Gabriel. Habituellement, on le montre, je crois qu'on l'a montré dans Bionic, fascia superficiel, postérieur superficiel, puis fascia antérieur profond, qui va plus être impliqué, par exemple, dans les cas d'ATM et les cas de périostite, ces choses-là.
Ce qui me manque, c'est justement Mionic et j'y suis le 8 et le 9. OK, tu vas faire la trilogie, là, je crois. Hein? C'est ça? Ouais, Sur la trilogie, j'en ai 2 sur 3, donc en fait, c'est la Mionic qui me manquait là. parfait. Bon, Donc génial. effectivement, je vais compléter ça. Ouais. Et après, juste une parenthèse pour le client, en fait, effectivement, il a reçu des obus, il a eu des accidents sur le côté de la jambe, des cicatrices, enfin, bon, etc., etc. Donc il y a eu plein de choses avant à régler, avant d'arriver à Ouais. juste celui-là, quoi. Ouais, les gens viennent avec des pathos, mais en fait, ils ont tout un historique d'adaptation de leur corps, des fois. Ouais, mais on vient souvent juste un petit mal au dos, puis quand on discute, on découvre des trucs. J'ai OK, Ouais. d'accord. Ah, OK. c'est Pas super travailler, important. hein. Ça fait des sacrés anamnèses, des fois. Des fois, on se dit, oh, ça va être tranquille. Finalement, une page complète, on fait OK, bon. Hein? Une chance qu'on fait des consultes de 3 heures, parce qu'en 1 heure, des fois, juste anamnèse, 40 minutes d'anamnèse, la personne veut un traitement qui guérit tout en une fois. On fait ce qu'on peut. Hein? C'est ça. Gaétan a répondu au niveau, je suis simplement podologue, j'ai la chance de travailler avec des sportifs. J'ai orienté mon approche sur la prévention, le renforcement des muscles intrinsèques des pieds et la proprioception. Ben, c'est une bonne idée aussi, en fait, là, définitivement. Si le pied est mal positionné au sol, il va juste avoir une cascade jusqu'en haut qui va foutre le bordel. Et l'inflammation, ça, je le dis souvent, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. C'est un médecin suédois qui m'a dit ça. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant que l'inflammation devienne une priorité au niveau du cerveau. Donc, on vit des fois avec des pathos sans s'en rendre compte. Puis, les praticiens ici qui font beaucoup de palpations, vous allez voir, des fois, on touche les gens. Ouch, ils ont mal. Ah, tu m'as fait mal, je ne savais pas que j'avais mal là. Ben, on fait juste réveiller des récepteurs, en fait, qui sont un peu, on va dire, en dormance au niveau de la conscience, mais on voit que le corps en accumule du stress là, énormément. Donc, une personne qui vient avec une priorité d'une douleur à un endroit, les gens, dans le point de repère, vont souvent dire « Ah, ben, je suis tombé il y a 2 ans, mais peut-être que le truc, ça fait longtemps qu'il est problématique. » là. Peut-être que la personne est tombée parce qu'elle avait déjà un déficit proprioceptif aussi. Puis maintenant, ben, si la proprioception n'est pas efficace, elle n'est pas capable d'amortir l'impact correctement. Puis là, il y a des douleurs qui vont être générées, mais le problème à la base était déjà là. Il y avait une dysfonction proprioceptive et mauvais contrôle moteur. Mais les gens bougent très peu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on rencontre qui sont très, très, très proprioceptives qui peuvent nous dire quand je fais tel mouvement dans cet angle-là, exactement, là, puis les gens bougent très peu en général. Non? Donc, ils sont moulés par le travail, mais c'est tout. Là. Ouais. Excellent. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ici? Une petite gorgée en attendant. Hein? Oui, mon mug. Les matins ne sont pas jolis. Chacun un petit mug. S'il n'y a pas des questions, moi j'en ai plein. Hein, donc. Ah, ben vas-y, hein, il n'y a pas de souci. Sinon, Adam, Gaétan, peut-être. José, toujours silencieuse. On attend un message. Moi, je connaissais pas trop ce que vous faisiez. Et puis, j'ai découvert avec les vidéos de Philippe Denis sur Facebook que je regarde et que j'ai trouvé assez intéressantes. Parce que je fais des tests musculaires plutôt pince, pouce, index, voilà, pour tester un problème caudal, œil, ATM, etc. Et puis également au niveau du dos. Et donc j'ai trouvé ces techniques assez intéressantes. Et donc j'aimerais bien en effet faire ça comme formation. Ouais, ça me paraît intéressant. Et voir tout ce que vous abordez dans la globalité. Je suis déjà là-dedans, mais peut-être qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent être très intéressantes que vous pourriez apporter. Mais je ne sais pas trop encore ce que c'est Mionic, Mionic 1, Mionic 2, ce que vous abordez, ce que fait Philippe Denis, comment ça s'appelle. Voilà. Philippe est juste là en passant. Hein. Ouais. Je peux répondre si tu veux bien. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de ce qu'on voit dans les présentations que je fais en ligne, il y a beaucoup de myonique là-dedans, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de concepts que je mélange qui sont, dans le fond, le résultat de toutes les formations que j'ai faites, en majorité chez New Era, que j'ai pu intégrer. Mais comme la formation la plus importante que quelqu'un qui n'est pas familier avec nos concepts pourrait suivre, c'est Mionic ou la trilogie, en fait.
C'est beaucoup ces trucs-là que je vais montrer. C'est surtout en plus que c'est quand même c'est quand même assez facile à démontrer que le testing musculaire, faire des avant-après, ça donne des démonstrations qui sont très, très parlantes. Fait que là, Adam, je pense que ta question aussi, c'était est-ce que tu sais, est-ce que tu te questionnais à savoir quelle formation que tu devais Ouais, faire? c'est ça. Voir déjà si tu revenais en France pour donner une formation parce que tu y étais il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, si tu redonnais des choses comme ça ou si en France il y avait un formateur qui utilisait la même méthode, simplement. Comme Ouais. je disais, moi j'utilise déjà des tests musculaires comme ça, mais je vois que toi tu utilises tu testes, est-ce que tu testes systématiquement tous les muscles? Parce que je vois à chaque fois, tu testes en effet petit rond, grand rond, plus épineux, etc. Et qu'est-ce que Ouais. ça te donne? Qu'est-ce que tu recherches là? Ben, Euh, ça va dépendre beaucoup du contexte, dans le sens qu'à partir du moment où j'ai des consultations, parce que j'offre des forfaits de consultation plus longues, quand j'ai plus de temps pour faire plus de testing musculaire, j'en teste plus. Autrement, j'y vais beaucoup avec les motifs de consultation, tu sais, ce que l'anamnèse me révèle, là, où là, je vais plus mettre l'emphase sur certains muscles, certains groupes musculaires. Quoique, il faut quand même être prudent là-dedans parce que, je veux dire, les chaînes musculaires ont tendance à être solidaires. En fait, les éléments d'une chaîne musculaire ont tendance à être solidaires, ce qui fait qu'à un moment donné, si mettons un grand dorsal qui est moins actif, par exemple côté droit, ben, il est fort possible que le grand fessier côté gauche ne fonctionne pas très bien non plus, puis que si on le néglige, celui-là, qu'on risque de ne pas avoir une résolution complète des problèmes. Système Parce que oblique postérieur. Pardon? Le système oblique postérieur. Ouais, c'est ça exactement. Fait que est-ce que je teste systématiquement tous les muscles? Je dirais que non, surtout que dans une période d'une heure, comme dit Nicolas, on n'a souvent pas beaucoup le temps, là, je veux dire, puis il faut comme établir des priorités. Moi, je fonctionne comme ça dans mon coin parce que j'ai, je veux dire, comme ostéopathe, souvent les gens sont habitués à ça. Ah, il y a des séances d'une heure, donc les gens prennent une heure. C'est vraiment pour être sûr que je puisse répondre aux besoins de la clientèle de mon coin. Par contre, c'est ça, je veux dire, une heure de traitement, c'est quand même très court, surtout quand les gens arrivent avec des grosses problématiques. Puis, il faut que que je les prévienne de savoir qu'il n'y a pas de miracle qui vont se faire là. Même, quoique des fois, c'est con parce que les techniques sont tellement bonnes que on a des résultats souvent en très peu de temps à l'intérieur même de la séance. Donc, pour ça, je suis quand même assez content. Par contre, c'est ça, de façon réaliste, quelqu'un qui traîne des problèmes depuis une décennie ou deux, là, c'est ça, il faut passer un peu plus de temps et faire revenir la personne. Puis, fouiller dans d'autres systèmes. Il n'y aura pas juste Myonic qui va faire l'affaire. La raison pourquoi on continue de développer des trucs, c'est justement parce qu'on se heurte à des obstacles, puis que là, il faut comme se poser des questions puis développer autre chose. Ça fait drôle à dire, mais pour moi, je suis un ancien pro-manipulation vertébrale, etc., articulaire. Je me suis construit un nom avec ça au Québec. J'ai commencé il y a 15 ans. Puis maintenant, c'est la fin de mon plan de traitement. On n'a plus besoin de tester autant les muscles, etc., parce qu'habituellement, avec la méthode qu'on met en place, le gros cursus complet, là, quand vous allez avoir fait plusieurs formations, c'est un effet domino qu'on va chercher. Donc, on va commencer, exemple, avec les lobes, les sens, les réflexes primitifs. On en corrige que 2 en premier, le reste, c'est tout à faire à la maison, sinon on brûle les pistes. Après, on va tomber dans les sous-systèmes d'activation neurologique. Pour la posture, d'autres trucs avec les 7 structures qui bougent avec le diaphragme, comme l'articulation sphéno-occipitale, le palais, l'océoïde, la scapula avec le nerf vague, le fascia thoracolombaire. J'ai parlé beaucoup ces temps-ci. Le plancher pelvien, l'articulation talocrurale, ils vont tous bouger ensemble avec la respiration, avec le diaphragme. On a même le foie aussi qui participe. Après ça, on va aller voir la lymphe, parce que le système lymphatique est prioritaire. Après, on va aller dans le système artériel, veineux. On va aller voir veine cave supérieure, inférieure, l'aorte, les artères fémorales, nerfs saphènes. Bon, on va aller tout mixer ça. Ensuite, on continue. Là, on fait de la posture classique après. On va corriger les pieds, les yeux, l'oreille interne. On fait les tests avec Quantum Jump.
Après, ben, moi, je vais tomber. Excusez, avant, j'ai oublié de dire, excusez, parce que je n'ai pas mon plan sous les yeux, là. C'est pas mal d'étapes, mon plan, il y a 2 pages. Là. On teste les durmères, donc les 5 couches de durmère maintenant. Chez nous, on en fait 5. Donc, on va commencer avec, exemple, durmère, arachnoïde, les trabécules, la slim, la primaire. Là, on fait un ordre de priorité, on fait des corrections avec ça. Donc, tout ça, quand c'est corrigé, avant même de toucher la personne, c'est assez miraculeux la quantité d'articulations qui se remettent en place et de muscles qui réactivent. Donc, C'est surréaliste par moment. ben c'est ça, c'est un peu ridicule en fait. Donc, pour faire des démonstrations pour les médias sociaux, puis en formation, d'un point de vue, nous, on a une clientèle de gens mécanistes à la base. On a, c'est pas une clientèle d'énergéticiens qu'on va avoir, ou on va avoir des coachs, c'est pas des gens vraiment formés en écoute tissulaire. Il y en a beaucoup, là, par contre, quand on a des ostéopathes, on s'amuse, des kinés aussi, des chiros, on a pas assez malheureusement pour leur montrer qu'on corrige un fascia, puis la vertèbre se replace, puis c'est assez hallucinant. Même chose des podos, je trouve qu'il y en a qui viennent, mais ils restent un peu dans leur moule, travailler avec leur semelle, avec leur adaptation, mais nous, on prend une personne, on fait des corrections, des jambes courtes, ça n'existe plus. Là. J'ai failli en avoir une l'autre jour. Failli. Ça disparaît. Donc, touche la personne sur la table, sacro-iliaque, tout est beau, les longueurs des pieds, tout est beau, tout disparaît, puis des fameuses jambes courtes mesurées, là, puis ça disparaît parce que le corps se normalise tout le temps, tout le temps. Et les choses sont mal corrigées, donc ils reviennent toujours. Faire de la posturologie sans corriger l'oreille interne, c'est un crime selon moi, parce que l'oreille interne, c'est majestueux, la quantité de correction qui se passe dans le corps quand on la traite à cause des noyaux vestibulaires profonds qui gèrent tous les extenseurs, les chaînes posturales. C'est jamais corrigé, jamais correctement corrigé. On fait juste corriger l'oreille interne, c'est plus le même patient postural, les jambes courtes disparaissent, il y a plein de choses qui disparaissent. L'ATM, pratiquement plus à la corriger, à part par le fascia antérieur profond. Sinon, il y a plein de choses comme ça, en fait, qu'il fallait remettre à jour avec les métiers qui sont en place, qu'on réalise maintenant avec ces méthodes-là qu'il ne reste plus rien. Mais si on revient à un peu ce que tu disais, Adam, au niveau des vidéos qu'on fait, on ne veut pas montrer toutes les méthodologies parce que les gens, on ne veut pas qu'ils s'improvisent à faire toutes ces méthodes-là sans comprendre la vue d'ensemble, parce qu'ils peuvent faire de la merde sinon. Donc, si on a une responsabilité envers ce qu'on montre sur les médias, je pourrais en montrer plein de méthodes là, qui ont de l'air wow, un effet spectaculaire, mais si ce n'est pas mis dans un contexte, on va juste faire de la merde. Puis moi, le Nuera, c'était un gage de qualité, puis c'est exactement ce qu'on voulait se concentrer là-dessus. Pas faire de la pop neuro, de la pop thérapie, c'est d'enseigner aux gens à comprendre le corps humain, d'aller plus loin, toutes les interrelations entre le corps physique, le corps mental, le corps vital, la biochimie, faire un gros mélange, tout ça. C'est respecter les études des gens aussi, leur compréhension, puis juste leur donner une vision de plus avec un outil de plus qui va redorer le blason de son métier de base. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important, à partir du moment où on fait une démonstration, c'est d'orienter les gens vers, vous voyez, il y a une formation qui se donne à ce niveau-là, parce que veut pas, même si on montre des choses en ligne, il faut que les gens comprennent. Puis je pense qu'en tant que professionnel, c'est un peu la responsabilité de chacun aussi de dire, OK, c'est pas parce que j'ai eu une pépite en ligne que ben là, je peux changer ma pratique avec ça. Je veux dire, dans le fond, les trucs qu'on donne, c'est vraiment on l'essaie, c'est comme, ah mon Dieu, oui, OK, ça a l'air vraiment bien, mais sauf qu'il faut quand même suivre une formation pour mettre tout ça en contexte. Puis, j'avais la question aussi, je t'interromps, Nicolas. Parce que tu avais posé la question à Adam, à savoir si je revenais donner une formation en Europe. Ben, si Nicolas veut toujours de moi. Beaucoup de copines, hein? Oui, c'est ça. Ben, normalement, c'est ça. La prochaine est à Bordeaux. Oui, exactement. Si vous allez sur le site academianuera.com, pas sur le site Thinkific avec votre plateforme de cours, mais le site officiel academianuera.com, il y a une section qui est formation présentielle. Là, on met tous les cours qui se donnent officiellement en salle là-dessus. Évidemment, si vous voulez nous faire venir dans votre région, je ne sais pas, tu es dans quel coin, Adam? Je suis à Toulouse. À Toulouse, bon. Ça, c'est mais Bordeaux, on est à 2 heures. On est à 2 heures de Bordeaux, donc ça va. Oui. Ben là, on la donne à Bordeaux, mais j'ai quand même la demande à Toulouse dans le sport particulièrement. Ouais, ça, j'aimerais ça. Donc, on est ouvert. Évidemment, si vous me dites j'ai un groupe
Puis voilà, on s'orchestre. Il y a des gens en France, il y a des grandes villes, il y a beaucoup de spécialistes. C'est sûr, ça l'aide si on a un coup de pouce de l'interne au niveau de la promotion, parce que des fois, on nous invite, oui, j'organise un truc, puis la personne ne fait pas de com, finalement, ben, il n'y a que le réseau numéraire. C'est ça qui est difficile. Ouais. Ou alors, il faut un centre de formation qui peut faire un mailing ou informer, ou les syndicats, des trucs comme ça. Ouais. Mais, on est quelqu'un de mauvaise expérience. Mais oui, mais je comprends bien. Ouais. Donc, on a mis une date aussi pour en Belgique, à côté de Mons, en fait, à Binche. Donc, ça aussi, il va y avoir la trilogie. Donc, on y va au volume. Évidemment, si Philippe n'a pas assez de personnes pour venir avec les billets d'avion, la location de la salle, la location appart et tout, c'est beaucoup de dépenses pendant ce temps-là, mais il ne peut pas prendre de patients au Canada. Donc, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Quand on a des bons groupes, Philippe va toujours être bienvenu parce que c'est son matériel pour son cours aussi. Là. Donc, c'est toujours ça qu'il faut évaluer, en fait. Puis, plus qu'on a de groupes, plus qu'on a de personnes intéressées, ben, plus que c'est cool, en fait. Là. On a accès aux experts directement, puis ça, c'est génial. Là. Même idée pour Maureen qui a écrit 2 formations dans le neuroathlétique training. Moi, je ne peux pas être partout en même temps, donc j'ai engagé Maureen pour me représenter pour neuroathlétique training. Il monte ses formations, mais si on a un gros groupe au Québec, ben, peut-être qu'on pourra l'envoyer au Québec, mais s'ils ne sont pas assez, ça va être Charles Robert qui va s'en occuper. Là. Ça nous prend des spécialistes un peu partout pour représenter qui arrivent n'importe quoi, en fait. Là. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Bonjour José, en passant, on te voit le visage enfin. Bon, toujours silencieux. Excellent. Oui, c'est ça. Dans la même chose pour Gaétan, hein, évidemment, aller au Maroc, c'est top. Ouais, c'est quand vous voulez. Hein. Ouais, on va faire un petit tagine au passage, volontiers. Ouais, avec plaisir. Et ce que tu voulais faire dans le désert, c'était quoi? Le quoi, excuse-moi? Ce que tu voulais faire dans le désert, la retraite que tu voulais faire dans le désert. Oui. Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est des projets d'une semaine ou 2, peut-être, avec, on fait venir plein d'experts de NERA qui présentent, en fait, 1 heure chacun par jour, exemple, pendant 5 jours, puis que le soir, ben, les gens, ils habitent là, en fait, ils peuvent venir avec leur famille. C'est ce que je me suis dit qu'on loue une aire que les gens peuvent venir avec leur famille, parce que souvent ça, l'excuse, c'est des formations de 2 semaines, rentabilisé par l'entreprise, ils disent « Ouais, mais ma famille, elle ne peut pas suivre. » Donc, bon, amène ta famille, ils viennent juste pas aux formations, puis ils vont retourner avec eux après le truc. Donc, on vit un peu notre kiff, quoi, en groupe en même temps, puis les gens peuvent rester quand même avec leur famille, mais ce serait le week-end de faire des activités comme un trek dans le désert, peu importe, faire un truc ensemble, en fait, pour souder un peu souder le tout en même temps. Okay. Nous, pour les professeurs, en même temps, si je donne 1 heure le matin, ben, je peux assister au contenu, en fait, des autres professeurs. Donc, on fasse un peu tout ça ensemble, quoi, que tout le monde apprenne. C'est ça la beauté de la chose aussi. Là. Donc, évidemment, là, c'est des experts. Moi, j'en avais parlé avec des experts qui sont déjà dans l'ERA, mais si quelqu'un sur place, exemple toi, que tu as du contenu que tu veux partager, ça s'intègre super bien. Là. Ça, c'est sûr. Je suis simple podologue, hein. Je n'ai pas autant de bagages que vous. À mon niveau, je pense que vous connaissez tout ce que je fais. Donc... chaque personne a un bassin de patients et d'expériences qu'il a rencontré. Puis je pense que c'est ça la plus belle chose que j'ai d'enseigner, c'est de rencontrer d'autres experts. On est tous simples hein, à la base, mais on apprend, on échange, puis je pense que c'est comme ça qu'on devient meilleur, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout, qui sont chez eux, qui font leur métier, mais il y a d'autres personnes qui, justement comme toi, qui peuvent rester humbles, puis probablement des beaux résultats dans ce que tu fais, mais enseigner, c'est ça, c'est un autre monde aussi. Hein? C'est la volonté de transmettre puis de structurer des formations, c'est un autre art, mais je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre. On ne connaît pas tout. Volontiers, hein. Moi je suis partant et si tu as besoin d'un peu de logistique sur place pour trouver ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Hein. Il y a que Gabriel ici qui a un petit stand en plus, là, donc je pense que ça fait du bien à tout le monde d'aller au Maroc. D'avoir le soleil. C'est des blagues. Non, avec plaisir, avec grand plaisir. Excellent. Après, moi, c'était beaucoup de curiosité de ma part, parce que j'aime bien aussi comprendre comment fonctionne le corps.
Moi, à mon niveau, c'est vrai que j'ai la chance d'être avec beaucoup de sportifs, donc c'est vrai que j'ai pas des cas lourds comme j'ai pu entendre depuis le début. Mhm. Donc c'est vrai que mon approche, comme je l'expliquais là, parce qu'au début j'avais très mauvaise connexion, hein. Moi, j'essaye de surtout axer sur la prévention, donc avec les testings musculaires, articulaires. Moi, je travaille avec une plateforme de force pour voir aussi les déséquilibres. Ouais. Et je travaille surtout sur le pied, renforcement des muscles intrinsèques, des muscles extrinsèques et aussi tout ce qui est proprioceptif. Donc justement, mon approche, c'est surtout d'avoir un pied fort. Si on a un pied fort, on a des bons appuis, on a un bon ressenti, on a une bonne manière d'appréhender le sol, même si on a une chaussure en interface, c'est toujours je pense, une bonne base pour tout sportif. Et comme tous les sports, on a besoin de nos pieds quasiment. C'est vrai que voilà, je travaille sur ça, moi. On se propulse avec les pieds. On fait tout avec nos pieds, on s'équilibre. Quand le pied ne va pas, oui, exactement. On s'effondre, hein, on s'assemble sur le pied. C'est comme moi, je dis toujours, c'est la base de votre maison. L'exemple que je donne en clinique, bon, vous avez sûrement vu ça, c'est des trucs que je partage, parce que ça ne m'embête pas de montrer ça au grand public, mais je fais sauter une personne sur place, je demande comment ses pieds se positionnent au sol. Bon, est-ce que vous sentez votre talon gauche un peu au sol? Votre talon droit? Ah, un peu moins. OK, je le note. Barre externe gauche, barre externe droite, gros orteil gauche, gros orteil droit. Exemple, des fois, il y en a qui ont un pied au complet, ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas bien. Je dis, bon, OK, vous avez votre bagnole. Imaginez qu'à 6 roues, vous avez 3 crevaisons d'un côté. Allez-vous prendre votre bagnole? Oui, OK, bon, vous êtes comme ça journée longue. Tu sais, c'est un truc de dingue. Donc, la base, c'est de rééduquer ça. Puis avec des semelles, il y a des podos qui font un bon travail au niveau de la proprioception, qui essaient de créer des semelles qui ont plus de texture, des choses comme ça, tirer la personne d'un côté, la pousser de l'autre côté. Bon, il y a des éléments qui peuvent être ajoutés qui sont intéressants. Mais la base, ça reste un problème du pied, en fait, qui ne sent pas. Donc, je pense que la réelle modification doit être au niveau des fibres nerveuses. Vos trucs que je ne parle pas, que je n'ai pas parlé, je vous le dis ici, en fait, c'est qu'on a commencé à travailler beaucoup plus avec même les brosses électriques pour des stimulations au niveau plus au niveau de la vibration et des récepteurs fins, en fait, parce que ça chatouille. Donc, avant, avec le gouachon, on faisait barorécepteur, thermorécepteur, nocicepteur, mécanorécepteur, mais on ne travaillait pas assez les récepteurs fins, les récepteurs vibration. Donc là, on teste les deux. Est-ce que tu sens bien? Est-ce que ça chatouille? Même chose pour le Babinski, plantaire. On travaille comme ça aussi. Donc là, on est en train de développer des méthodes pour aller chercher de plus en plus des récepteurs différents pour toujours continuer, en fait, on n'a pas tellement de besoin de semelles. En fait, je dis ça, il y a 2 poteaux devant moi, je me sens un peu mal à chaque fois, mais on a besoin de rééduquer la proprioception du cerveau. C'est quoi la vision que le cerveau a de la structure? Et s'il ne sent pas, il ne bouge pas. Vous êtes couché dans un lit, on s'est tous déjà réveillés ici avec un bras complètement engourdi qu'on ne peut pas bouger. C'est arrivé à tout le monde ici, hein? Ben, si on ne peut pas bouger le bras, si on ne le sent pas, on ne peut pas le bouger. C'est simple comme ça. C'est la même chose pour le corps humain. On ne se servira pas de sa structure. Si le cerveau n'est pas capable de dire « OK, il est positionné comme ça, je le sens bien », c'est un tableau de bord, le cerveau. Il reçoit des informations, puis après, il y a des lumières rouges qui allument s'il y a des problèmes, et voilà. Après, moi, je comprends ce que tu dis par rapport au podologue et les semelles, hein, je comprends tout à fait. De ce que je connais un peu de toi, tu as dit que tu avais déjà porté des semelles assez dures, surtout pendant ton adolescence et ton enfance. Moi, je pars du principe que quand je fais une paire de semelles, elle doit être pour une durée de 6 mois, et après, en principe, le corps est intégré et rééduqué, entre guillemets. C'est pas des solutions sur du long cours, du long terme, ou alors vraiment des pathologies vraiment bien précises. Mais globalement, comme tu disais, comme ce qu'on appelle des fausses jambes courtes, qui fait partie de presque 80% des ILMI. Ça, en principe, en 6 mois, ils n'ont plus besoin de semelles, c'est corrigé dans mon approche et dans la manière dont je travaille. Donc, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux semelles, où a priori, on n'a pas forcément besoin et qu'on peut rééduquer le corps d'une autre manière. Mais la semelle en elle-même peut faire intégrer une information, favoriser cette intégration, et après, une fois que c'est fait, les semelles ne servent plus à rien, en effet. J'ai probablement environ 100 étudiants podo. J'en ai vu qui faisaient du bon travail, qui avaient une bonne vision de ça, mais il y en a qui sont encore très, très, très mécaniques dans leur vision. Mais je ne suis pas là pour juger, moi, la méthode, je suis juste là. Non, mais moi non plus, il y a des choses qui fonctionnent aussi.
Est-ce qu'il y a moyen de faire une transition? C'est un beau métier, là, podologue. Hein? Il y en a qui ça sauve des vies. Mais il y en a d'autres qui font des semelles qui. Moi, ce que j'ai connu, c'est la podiatrie classique chez nous, les docteurs en podiatrie. Mon pied, je peux vous le montrer, c'est déformé. Là. J'ai fait des os par-dessus le pied. J'avais les semelles, c'était ça d'épais. Mon pied relevait comme ça. Oui, OK, j'étais plus en pronation, mais en fait, les lacets de mes chaussures m'arrachaient la peau. C'était tellement serré. Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Ben, c'est dangereux en haut, on va redescendre en bas. Donc, c'est contre-productif parce que si on force la mécanique à bouger, mais pendant ce temps-là, que le cerveau, c'est un peu comme ils mettent un doigt dans l'œil et dire ouvre ton œil, ça va aller. Non, ça n'ira pas. C'est toujours une impression de sécurité avec le corps. Je pense que en podo, comme dans tous les métiers, en fait, on apprend des méthodes. On apprend personne ne va travailler directement pareil, hein, ce n'est pas une chaîne de production. Les gens vont continuer à se former. Il y en a qui vont. Les écoles, c'est un peu plus long à évoluer. C'est pas comme nous, une petite école avec quelques centaines d'étudiants que à chaque jour, en fait, je regarde mon plan de traitement puis je rajoute des trucs où je peux me permettre de faire ça parce que je fais de la clinique. Mais une université ou une grosse école privée, les plans de traitement, ils n'évoluent pas tant par année, là, honnêtement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui sortent en neurosciences, en physique quantique, moi, c'est mes deux branches qui sont favorites. Là. Les études par jour, hallucinant, en génétique, en épigénétique, tout ce qui sort, mais les écoles ne changent pas. Donc, on continue à faire le moule des personnes qui sortent. Et c'est qu'avec le temps, en fait, qu'on constate nos limites. On sort de l'école, on se dit qu'on va guérir tout le monde. Puis là, on fait, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la réalité avec le client. Là. Ou pour ce cas-là, j'ai pas eu le volet. C'est quelle personne qu'on a eu? Moi, on a écrit un code sur l'intégration neurosensorielle et les troubles d'apprentissage. Je me retrouve avec un jeune homme devant moi hier. Il nous a vidé. 4 heures de consultation, à me battre un peu avec les parents. La mère, ça a bien été. Le père, il était plus dans la résistance. Hein, italien en Belgique. Bon, il essayait ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le fils. Finalement, je parle avec lui. Là, je réalise que ah non, mais c'est pas. Moi, je pense qu'il y a un autiste, là, honnêtement. Eux autres, ils disent que non. Puis finalement, je fais des tests avec lui. Puis je montre que je réalise qu'il n'est pas capable de lire. Il ne reconnaît pas les symboles, les signes. Là, je regarde, je dis, attends, il y a un problème. Elle me dit, là, sa mère, elle dit, ah, excusez, ouais, il a 18 ans, mais il ne sait pas lire. Là, je fais, ben là, ça aurait été pas mal de le savoir. Il était peut-être gêné de le dire, mais je réalise qu'en fait, il n'est pas capable de codifier l'information dans son cerveau. Mais c'est un enfant d'1 an, en fait, dans un corps de 18 ans, et qui est capable de parler. Donc, il a le potentiel de faire des histoires, de se rappeler des trucs de façon imagée. Il peut faire un puzzle de 500 pièces. Il fait un puzzle de 500 pièces en 2 heures en écoutant la TV en même temps. C'est ça, j'ai dit, il y a des ondes de génie, ce gars-là, cet enfant-là. Parce que c'est centre visuel, il va regarder des trucs, il va regarder des formes, mais il n'est pas capable de les codifier et de former des phrases avec des choses qui font un grand sens. Il va répéter des choses qu'il entend. Donc, on voit que les aires du langage sont présentes. Ce n'est pas un retard dans la parole, c'est un retard dans la compréhension des symboles qui forment quelque chose d'aussi compliqué que le langage. Donc, on a des surprises tout le temps. Puis là, je me suis dit moi-même, bon, je suis un spécialiste des lobes du cerveau. Je fais, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il donnait des médicaments d'Alzheimer, de la mémoire. Le jeune, il avait un torticolis comme ça. Il vient nous voir, il est bloqué. On teste ses réflexes, les palmaires, plantaires, RPP, moraux, tout est présent. Là. On n'a pas pu tester les autres réflexes. On ne peut même pas tester son oreille interne. On ne pouvait rien faire. Le coup était bloqué. Donc, c'est hallucinant. C'est ça, je veux dire, à quel point on est démuni quand on sort de l'école, on tombe devant des cas comme ça. Si ça aurait été juste une torticolis, bon, on aurait fait du boulot, ça aurait été expliqué. On aurait pu expliquer ça, mais là, il fallait expliquer aux parents que le coup ne bloque pas de façon anodine, qu'il y a les yeux qui peuvent entrer en ligne de compte, l'oreille interne, la posture, il y avait 2 cm plus bas le bassin, debout, scapulum frontal 2 cm plus bas, des torsions. C'était le bordel, avec des débalancements d'hémisphères et de lobes. Donc, c'est dire ça à un client, puis essayer de lui expliquer ça pour qu'il comprenne que, on va faire des couches aujourd'hui, puis on va travailler avec ça. Finalement, on l'a mis sur une quantum jump, on a réussi à faire les tests. Son système nerveux central, il bosse, parce que je lui dis, on ne peut pas travailler aucun réflexe avec lui. Là.
Puis si on le revoit d'un mois, ben, il va prendre le coup comme ça parce que je ne peux pas tester son oreille interne ni ses yeux. L'enfant, je ne suis pas capable de le faire fixer. Vu qu'est-ce qui est vraiment fascinant, puis ça, je l'ai réalisé, ça m'a sauté aux yeux, en fait, quand je testais ses yeux, pour faire une blague, j'avais testé ses yeux, je dis, regarde la pointe. Mais là, il écoutait ma voix, donc ses yeux me regardaient moi. Je dis, regarde la pointe du crayon. Puis là, il me regardait moi parce qu'il voulait lire probablement sur mes lèvres, puis il n'est pas capable de garder l'attention sur moi puis lui donner une deuxième tâche parce qu'il n'est pas capable d'accéder, d'intégrer des trucs dans sa mémoire. Quand on se dit, je vous dis une commande, là, je vous dis le lapin est vert, blablabla. Bon, vous entendez des mots, vous êtes capable de coder le mot avec une image, un son, puis de le storer sous forme d'histoire dans votre tête. Mais si lui, je lui dis, regarde le crayon, c'est quoi un crayon? Regarde le crayon pendant que je fais ça. Il n'est pas capable d'intégrer la phrase dans sa tête pour la garder en mémoire. Donc, son attention s'en va tout de suite. Et il avait quoi, en fait? Pardon? Il avait quoi, une dyslexie ou un truc comme ça? Ben, les médecins, ils se lancent la balle. Là. Ils disent qu'au niveau génétique, il n'y a rien. Je dis, il n'y a pas rien, votre enfant. Votre enfant, neurologiquement, c'est un enfant d'1 an. Parce que j'ai dit, il faut qu'il arrête parce que là, il joue avec des adultes, il est capable de former des phrases un peu ou de dire des mots, répéter. Tu sais. Il est adorable, là. Il a accès à certains mots dans sa mémoire qui sont storés, dans la mémoire auditive. Mais au niveau visualiser des trucs complexes comme l'écriture, c'est hallucinant comment c'est complexe, là, avec toutes les règles, etc. C'est des lettres, ça ne veut rien dire. C'est pas soleil, arbre. Si je vous écris les lettres T-A-B-L-E, vous savez c'est quoi? Parce que vous êtes capable de construire des trucs avec ça dans votre tête, mais lui, c'est incapable. Donc là, j'ai dit, ben lui, il faut qu'il retourne jouer avec des enfants d'1 an, par terre. Il commence à avoir des formes, des couleurs, des lettres, puis qu'ils reprennent là. Mais là, on a des exercices spécifiques pour lui qui sont lobe temporal. Il y avait son lobe occipital aussi, les deux contribuent en fait au visuospatial. Donc là, on va le stimuler avec ça. Mais ensuite, il faut qu'il reprenne des activités avec des enfants, pas avec des gens de son âge. Fait que lui, il est mis toujours à l'école avec des enfants de son âge, mais c'est pas à ta place. Là. C'est pas à Fontaine. Des bonnes pommes de terre, moi je suis d'accord. Okay. Non, mais c'est vrai qu'au niveau symptômes, ça ressemble quand même à des dyslexies profondes. Au-delà de parce que je dirais ça, parce que moi, tous ces symptômes-là, je les avais quand j'étais enfant. Et la stratégie, c'était de mémoriser des phrases entières pour répondre aux adultes. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Pour l'évocation de l'information, pour l'écriture, visualiser l'écriture, enfin bon, etc. Ouais. La dyslexie, par contre, c'est vraiment, ça va se ressembler sur ce niveau-là, en fait, parce que la dyslexie, la personne va être beaucoup plus fonctionnelle. Lui, il y a un sérieux retard mental, c'est pas le même niveau, là. Mais la dyslexie, effectivement, la FOVA n'est pas formée de la même façon chez les dyslexiques. Donc, il y a des stratégies, maintenant, on en parle dans le cours sur l'œil avec des caméras, pas des hologrammes, hein, des stroboscopes, en fait, là, bon, qui permettent l'impression de l'image sur la rétine correctement. Ça trompe le cerveau un peu. Là. Donc, il est capable de plus stimuler, en fait, de plus garder l'information au niveau de la rétine qui va être envoyée après dans le cerveau en utilisant des trucs comme ça. Mais pour lui, c'est un autre niveau, là. C'était vraiment étrange. Donc, on est des gros cas, là. Monsieur Parkinson qui arrive devant nous avec sa femme qui parle pour lui, puis elle l'infantilise un peu. Le monsieur est 56 ans, c'est ça? Plus que largement retraité. Retraité, bon, 70, allons-y avec cet âge-là. Il est incapable de former une phrase devant nous. On essaie il parlait un peu comme ça. On disait, ouais, OK, ça va être difficile un peu par la consultation. On essaie de le tenir debout, incapable de se tenir debout. Même chose, on a utilisé, c'est la deuxième fois qu'on utilisait cette stratégie-là, on ne fait jamais ça. On a essayé de regarder avec les Quantum Jump s'il tenait mieux debout. On a réussi à avoir une meilleure réponse, lui, en utilisant les deux technologies. Là, il tenait un peu plus debout sans qu'on le stabilise des deux côtés. On ne pouvait pas regarder les bascules, rien, parce que dès qu'on le touchait, il tombait. Il est avec un déambulateur. Ouais. Donc, lui, on l'a mis les semaines. Il est revenu un mois plus tard pour prendre une consultation avec nous.
il pouvait se balader, puis il était capable de parler. Il parlait dans un souffle, puis il était capable de parler. On a fait OK, wow, ça c'est un autre niveau. Et elle a dit il ne s'en sépare plus, il ne tombe plus. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc là, on a fait la consultation, puis à la fin de la consultation, c'était assez hallucinant parce qu'il pouvait dire des phrases complètes avec son souffle, bien, puis très clair, là, on ne distinguait pas, on ne pouvait pas savoir qu'il avait le Parkinson. Il est parti beaucoup plus droit aussi, son tronc. Puis c'est les gens du centre qui nous ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Là? Ils voulaient regarder les caméras avant, après qu'ils sortent de la consultation. Mais on a trouvé. Il y avait du boulot à faire. C'était intense. On travaille beaucoup avec les corrections électromagnétiques maintenant, là, comme je vous dis. Là, parce que les courants... Comment vous travaillez avec ça? Ah, on va te montrer ça. On va te montrer ça à Munich. Mais en fait, on peut muscle test des couches. Ça se fait bien. Mais ça se ressent très bien aussi. Là. Ça se ressent très bien. Juste pour te dire, Gabriel, si je peux me permettre, parce que Nicolas, tu m'as comme donné un avant-goût de ce que c'était en Normandie la dernière fois. Puis là, depuis ce temps-là, évidemment, je m'amuse avec le concept. J'ai hâte de le peaufiner dans Munich 2. Là. Mais écoute, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a des fois, je fais des corrections chez des personnes, je ne leur touche même pas. Puis toutes les chaînes larges, c'est comme les gens ne comprennent pas. Ouais. C'est bizarre. Ben, c'est Ouais. bizarre, mais c'est pas bizarre. En fait. Avec des aimants, sans des aimants? Ah non. Non, avec les mains. C'est d'autres techniques. C'est d'autres techniques. Tu n'as rien besoin. Ouais. Moi, maintenant, j'ai matériel. On n'a plus besoin de grand-chose, en fait. Hein? Je me promène avec ma grosse valise de thérapie, là, moi. Là. Maintenant, j'ai besoin d'une essentielle pour tester l'ob temporel. Deux huiles essentielles, mon kit de Quantum Jump. Le gua sha, parce qu'on fait les stimulations des ondes du pied. En fait, mon équipement il rentre dans une poche hein, maintenant. Un crayon pour prendre mes notes. Façon de parler, mais les lunettes de chromo, ça c'est toujours important, par exemple. Les lunettes sténopéiques, les gens, c'est assez hallucinant la quantité de choses qu'on peut aider aussi avec les gens avec ça. Donc, mais au final, très peu d'outils. Mes neurostimes, je ne m'en sers jamais. J'ai des outils que j'ai achetés pour la dernière vague. Excusez-moi, 700 balles, 600 balles. J'ai des boîtes, j'ai des caisses de ça à la maison. Puis je n'ai même pas pensé à les amener en Europe. Puis je vous dirais que ça fait 2 ans que je pratique. Puis je retourne au Québec, là, puis je ne les ramènerai même pas. Là. Même par souci d'espace, je me dis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'a pas de besoin. C'est pour ça que quand je me suis dit que je revenais au Québec, je me suis dit, OK, là, ça a tellement changé le système ionique en 5 ans. Quasiment 5 ans qu'on travaille ionique, au moins 4 ans. Je me suis dit que c'est impensable. Vu que je suis là juste 2 semaines par année maintenant, je me suis dit, bon, là, il faut que je l'écrive, il faut que je m'assoie, il faut que j'écrive tout ça. Puis là, on rajoute des trucs, on ne veut pas dire aux gens qu'est-ce qu'on met dedans. On fait la surprise de ça qui va être là. On va le mettre après dans la description. Mais en fait, c'est plus par souci pour ne pas emmerder un peu notre assistante sur le site web parce qu'on rajoute des trucs. Là, je vous le dis, en ce moment-là, on va rajouter les corrections de tous les nerfs du corps là-dedans aussi. Avec le testing des nerfs avec les corrections. On va avoir les tests électromagnétiques, les tests de fascia. Maintenant, les fascias, on a rajouté un système de rotation dedans, des nombres de corrections, des temps de correction. On a fait pareil pour les muscles. On a amélioré le concept. Donc, je dis ça pour ceux qui n'avaient pas fait myonique. On peut trouver si on a une dysfonction musculaire, si c'est une fusion neuromusculaire d'adaptation lente ou rapide, un organe tendinogorgie, on peut les reprogrammer. Là, maintenant, on avait rajouté la lymphe, les fascias. Maintenant, on a fait évoluer le système énormément. On a même rajouté l'électromagnétisme là-dedans. Donc, pour ce qui est artère, veine, probablement qu'on va travailler avec Philippe là-dessus. Je vais m'occuper des nerfs pour l'instant, vu que Philippe n'a pas appris cette méthode-là. On lui a montré un petit peu nos autres trucs, mais là, j'ai repensé à tout le système de priorité et de non-priorité. On a fait des nouvelles découvertes aussi dans myonique. On peut aller regarder s'il y a des choses prioritaires à corriger. Maintenant, on peut aller cibler les catégories non prioritaires, donc pour finaliser les traitements. Quand le patient, par exemple, vient nous voir avec une douleur, j'ai mal à l'épaule. Finalement, on fait des tests, puis de façon prioritaire, pour aller rapidement, on ne le trouve pas. Mais là, on peut aller chercher de façon non prioritaire tout le corps, puis aller cibler des trucs, puis c'est là que ça sort.
Ce qui veut dire quand c'est non prioritaire, ça veut dire que la personne, probablement qu'elle aurait passé la porte puis que son corps serait normalisé dans les jours qui suivent, mais que là, pour répondre à son besoin, pour que lui quitte la salle, puis qu'il dise ben, j'ai plus mal à l'épaule ou la fonction est revenue, dans son instant T à lui, il va être content, mais probablement que sans ça, ça serait autocorrigé. Ou le corps trouvait qu'il y avait d'autres trucs plus importants à faire, comme récupérer de sa session ou autre. Donc, mais là, on a développé une méthode avec une nouvelle hiérarchie qui va intégrer les nerfs aussi là-dedans et tous les concepts non prioritaires. Donc, ça a l'air peut-être du chinois un peu pour ceux qui n'ont pas fait myonique, mais c'est assez dingue, en fait. Dans le système myonique, on apprend tous les tests des articulations. Le prérequis, on demande aux gens d'avoir fait le testing musculaire avant pour qu'ils sachent quoi tester. Parce qu'il y a une articulation en dysfonction géniale, mais dysfonction en quoi? Elle peut être, bon, exemple, une gléno-humérale. OK, mais qu'est-ce qui fait que la gléno-humérale est... qu'est-ce qu'elle va engendrer comme problème? Mais là, on va aller voir, on va aller tester, exemple, le biceps, grand pec, pec claviculaire, un deltoïde qui s'attache au l'humérus, trapèze. Bon, il faut évaluer les muscles qui sont en dysfonction rattachés à l'articulation qui n'est pas bien positionnée. La même logique, vous n'êtes pas dos pour les pieds. Bon. Pourquoi que tel muscle qui ne fonctionne pas? Pourquoi que le tibia antérieur ne fonctionne pas? Pourquoi que je fais un test en dorsiflexion, il y a une faiblesse, une articulation talocrurale? Bon, est-ce que c'est un fascia, exemple, soutien, ou est-ce que c'est un des autres muscles qui ne fait pas son travail? C'est un fascia, est-ce que c'est seulement la lymphe? Parce que le poplité est bloqué, puis, ou au niveau de la hanche, on libère la lymphe, puis la fonction revient, y compris dans toute la jambe. Donc, c'est ces tests-là qu'on vous parle. Mais là, je peux ouvrir une porte qui est vraiment bizarre, qui va être plus dans l'adaptation de niveau 2 qu'on a divisé. Là, on est rendu qu'on teste des chakras des pieds, des chevilles, des genoux, des hanches, de la tête, des épaules, des coudes, des poignets, des mains, des tempes. Puis ça, c'est franchement bizarre. J'ai vu, exemple, des articulations au niveau du pied en dysfonction, des muscles qui n'activaient pas de la jambe. On fait une correction au niveau du fascia du pied. Plus rien, tout est beau, pleine mobilité, les muscles sont forts. Donc là, oui, avec les chakras. C'est d'ailleurs pourquoi que là, on s'est intéressé autant à l'électromagnétisme. On s'est dit, est-ce que c'est le corps vital? Bon, on a Ruvieda qui fait ça. On sait qu'il y a des méridiens, exemple. Là, je vous remets ça dans le langage de Podo, encore une fois. Tibial antérieur, bon, etc. Ces muscles-là du bas de la jambe vont être alimentés par le vaisseau, le méridien de la vessie en médecine chinoise. Donc, moi, j'ai déjà eu une cicatrice au niveau d'un tibia, en fait, qui inhibait le muscle. On s'est dit, bon, est-ce que c'est la cicatrice qui inhibe ça ou c'est le méridien de la vessie? Donc, le méridien de la vessie aurait pu inhiber le tibia antérieur. Finalement, on a fait une correction de la cicatrice avec nos méthodes. Ça a réactivé le méridien en plus. Ça a réactivé le méridien et ça a réactivé le muscle. Donc, ça a ramené la structure aussi en place. Donc, c'est ça. Le corps est plein d'angles, en fait. Hein? Puis ça, c'est, je pense, en kiné appliqué que j'ai pu apprendre ça à la base avant de rajouter beaucoup de neuro. C'est le corps, c'est de la biochimie, c'est des émotions, c'est de la structure, c'est de l'énergie aussi. Donc, nous sommes à la base de l'énergie. On regarde, nous sommes des atomes qui s'assemblent, qui forment des molécules, qui forment des tissus, qui forment tout ça. Si on regarde les lois en mécanique quantique, c'est que tout se défait et se réassemble. Donc, on se réassemble. Pourquoi on se réassemble? Comment on se réassemble? Et sommes-nous bien assemblés? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Mon doctorat, c'est là-dedans. C'est de comprendre les mécanismes, en fait, du corps vital avec ce qui nous entoure. C'est à l'interne, comment que ça finit, en fait, comme produit final. Très souvent, ben, ce n'est pas la structure le problème, c'est un autre des quatre en arrière. Il y a quelque chose qui s'appelle le downward causation en médecine intégrative. On va parler de la félicité. Bon, c'est comme un peu notre connexion à l'univers. On parlait du supramental qui devient un peu l'intuition. En dessous, c'est le mental, donc toutes nos pensées, etc., qui peuvent nous rendre malades d'ailleurs. Ensuite, c'est le corps vital, donc méridien, chakra. Puis ensuite, c'est le corps physique. Donc ça, c'est si on travaille les sphères supérieures, ça va débouler puis ça va corriger la structure en bas. Par contre, le upward causation, la causalité montante qui va être utilisée en médecine, dans nos métiers traditionnels qu'on a appris à la base, c'est de croire, exemple, que le corps physique pourrait normaliser le corps vital, le corps mental, etc. Comme je vous dis, c'est comme si on ferait un massage d'un pied, puis là, tout d'un coup, ben, ça réanimerait les chakras dans le pied, puis le système de croyance relié à la vessie de problèmes de marquage de territoire ou je ne sais pas. Je veux dire qu'il n'y aura jamais une aussi grande puissance dans une causalité montante que dans une causalité descendante.
C'est un peu, je pense que là, il faut éduquer les professionnels de la santé. On est dans une pyramide, toujours qu'on va prioriser le corps physique. Les gens viennent nous voir pour le produit final, c'est-à-dire qu'ils ont mal dans le corps physique, mais en tant que tel, c'est pas si souvent que ça la cause. Ça dépend des plateaux, évidemment, hein? Parce qu'on est de l'énergie enrobée d'une toile de fascia, on peut dire, avec de l'eau puis d'autres choses. On réagit un peu à tout ce qui est autour de nous. Puis il faut apprendre à comprendre ça, ces courants-là de blessure, les courants de lésion, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est un autre monde. Mais si on mixe la biomécanique, exemple, ce que vous savez déjà avec d'autres concepts comme ça, puis apprendre à les tester, je vous dis que c'est un bon petit coup de fouet dans la vision en fait, du corps humain. Vous allez voir, vous n'avez pas le choix en fait, de réaliser que oups, ça existe, c'est là, puis c'est vrai. Puis j'étais le premier, moi, qui jugeait ça, en fait, ces méthodes-là, les méthodes un peu avec le corps vital. Je ne comprenais pas ça. Je disais, écoute, ta vertèbre est déplacée, viens pas me dire. J'étais extrêmement mécaniste. Puis j'avais de la difficulté avec les gens qui étaient un peu zéro en anatomie parce que je me disais, ben, tu ne peux pas me prouver dans le corps physique que ça va mieux après. C'est subjectif ta méthode. Genre des gens qui font du Reiki, qui font des choses comme ça. Je me disais, ben, à part me dire je me sens mieux, que s'est-il passé? Même chose, un drainage lymphatique. On s'en va se faire siphonner, mais encore, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as corrigé? C'est un peu ce quête-là d'essayer de comprendre le avant-après, pourquoi il y a un effet, en fait, qui nous a amené à développer plein de méthodes comme ça. Maintenant, on le comprend. Je n'enseigne pas des choses que je ne suis pas capable d'expliquer. J'essaye, en tout cas. Ça arrive des fois qu'il y a des petits phénomènes. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent un peu ou pas du tout? Oui, ben moi, en fait, ce que je remarque, c'est qu'en posturologie, on parle que des capteurs, des propriocépteurs, etc. On essaie de voir quels capteurs sont dysfonctionnels, mais il y a un capteur qu'on voit qui est primordial, c'est notre mental, c'est notre psyché qui est là et qui gouverne l'ensemble. Bien Et dit. une posture notre posture, c'est simplement l'expression de notre personnalité, de notre comportement, de comment je me sens dans mon environnement. Et parfois, c'est simplement l'environnement qui est trop stressant. Et je peux sortir de, on va dire, ma préférence motrice ou ma posture confortable, économe, pour entrer dans une posture qui n'est plus économe, qui génère de la douleur, de la tension, du stress, etc. Et du coup, et c'est pour ça que je me suis formé à l'hypnose, pour traiter les patients en hypnose, pour traiter ces états mentaux, ces événements négatifs, ces pensées négatives, ces croyances limitantes qu'ils peuvent avoir, pour leur permettre de retrouver une posture plus confortable. Et également, on voit que dès qu'ils sortent du stress, ils retrouvent également toutes leurs ressources, tous leurs talents. Alors que si je vous stresse, vous allez perdre une partie de vos ressources et de vos talents. Donc, il y a, je pense, ce côté-là qui est un petit peu trop mis de côté parce que plus difficile à aborder. Et c'est beaucoup plus facile d'aller tester des capteurs, d'aller tester une oreille, un pied, un ATM, etc. Alors que... C'est exactement le corps mental, je disais, qui est supérieur au corps vital, au corps physique. Je pense que tu as bien compris dans ta pratique tout l'enjeu derrière ça. Hein? Ouais. Donc, en effet, d'utiliser moins d'outils de traitement semelles, comme on disait, les semelles, c'est pas primordial, mais également les semelles, c'est un outil qu'a le podologue, c'est le seul outil, on va dire, qu'a le podologue, et c'est pour ça qu'il l'utilise, mais également parce qu'à l'école, comme disait Gaëtan, lui, il utilise beaucoup le gainage du pied, le renforcement musculaire du pied, de la cheville, ce qui est primordial, mais c'est pas enseigné. Et du coup, là, je donne une formation, je suis formateur également, je donne une formation en octobre pour former les podos à faire ça, parce que c'est également dans leur domaine de compétences, mais ils savent pas faire. Donc, en effet, ils sont obligés de mettre des semelles sans arrêt, parce qu'en mettant une grosse voûte, ils enlèvent le tonus un peu au niveau du pied. Le pied a tendance à s'affaisser encore plus sur la voûte, alors qu'il devrait renforcer un petit peu plus les muscles plantaires. Donc, c'est de faire comprendre ça et de l'utiliser. Et quand tu as mis en place l'hypnose, je sais pas,
Depuis combien de temps tu fais l'hypnose, mais est-ce que tu as remarqué, du coup, en liant les deux, que il y avait de meilleurs résultats ou, enfin, voilà, vraiment un réel bonus? Oui, par exemple, sur des personnes qui viennent et qui peuvent, chez qui je peux trouver un réflexe de Moreau, rien que en leur expliquant un peu ce que c'est le réflexe de Moreau, et puis quand ils vont me parler d'une problématique qui les met dans une insécurité, on va pouvoir aborder ça en hypnose. Et le simple fait d'avoir fait de l'hypnose conversationnelle ou une hypnose un peu plus formelle, eh bien, déjà, ils vont désactiver leur réflexe de Moreau. Donc, généralement, je les revois après pour leur rendre les semelles et je change complètement mon plan d'appareillage parce qu'en fait, ce réflexe-là, il est parti simplement le fait d'en avoir discuté, de leur avoir expliqué ce que c'était et d'avoir enlevé des croyances limitantes ou des peurs ou voilà par rapport à ça. Ouais. Définitivement, c'est la première chose qu'on fait en consultation, c'est ça. On teste les troubles bioélectriques, voir s'il y a un perturbateur, en fait, qui exogène, en fait, qui vient déranger le cerveau. Donc, sinon, on a de la difficulté parce qu'on travaille avec les potentiels d'action, nous, toujours. Donc, s'il y a une charge électrique altérée qui modifie, en fait, le cerveau d'un côté, on a de la difficulté à communiquer, pas avec le système nerveux. Mais un coup que ça, c'est fait, on va aller tout de suite tester les lobes, en fait, tester les sens associés, tester les réflexes. Moreau, paradis par la peur, c'est les deux premiers qu'il faut lever. Il reste le réflexe de protection des tendons ensuite. Mais ces réflexes-là, s'ils ne sont pas en place, vont nuire à l'audition, vont nuire à la vision, vont nuire à. Il va y avoir les réflexes kinesthésiques qui sont réflexes, excusez-moi, paradis par la peur qui sont kinesthésiques. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire une intégration sensorielle quand le cerveau est constamment dans un état de menace qui retombe au niveau du tronc cérébral. Donc, quand on fait de l'hypnose, on essaye de ramener l'inconscient, de calmer un peu ou de ramener des choses au niveau de la conscience pour les démanteler. Beaucoup d'approches, ça dépend de l'approche que tu fais en hypnose, mais tu peux mixer avec un peu de PNL puis changer un peu la symbolique des trucs pour la personne. Ça réactive le lobe frontal de faire ça, cet exercice-là, comme la méditation, comme plein de choses. Donc, en réactivant le lobe frontal, on inhibe le tronc cérébral en même temps qui gère les réflexes, en fait. Là. Donc, c'est très, très, très puissant. Évidemment, bon, de mon côté, je vais travailler avec une rééducation pour ramener le sens dans un barème, on va dire, fonctionnel, qui est pas que la personne retourne toujours dans cet état-là, hein, hors consultation, qu'elle le fasse par elle-même, mais c'est très, très, très efficace là, pour raccorder, on va dire, le cortex aux vieilles structures, en fait. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que l'hypnose, c'est pas magique, donc c'est plutôt d'aider les gens à trouver une technique d'auto-hypnose où après ils vont essayer de modifier et de maintenir cette modification dans le temps, parce que en fait ils vont vite revenir à ce qu'ils connaissent déjà, vite se remettre sur les mêmes rails, générer les mêmes problématiques, etc. Donc c'est de leur montrer qu'on peut faire différemment par des techniques en effet très simples. Ouais. Et c'est pour ça que généralement, je reçois toujours les patients en études posturales. Et puis ensuite, je leur fais de l'ostéo. Je commence par toutes les couches, hein, mécanique, tissulaire, etc., énergétique. Et je termine toujours par de l'hypnose pour travailler le côté émotionnel. Et c'est plutôt pas mal, avec des résultats assez intéressants. Mais je vois que également vous avez de très bons résultats et peut-être une autre lecture qui peut être très intéressante dans ma façon. On a remarqué que le défi qu'on a décidé de mettre les chakras et méridiens dès le début, ouais. C'est ça, c'est qu'au début, chakra et méridien, c'était à la fin du traitement et on a remarqué qu'on avait des anamnèses, on prenait du temps avec les personnes pour laisser s'exprimer aussi des émotions et en fin de traitement, on n'avait quasiment jamais méridien ou chakra qui sortait et on s'est dit probablement qu'en verbalisant pas mal de choses en amont, on aidait peut-être à normaliser ces structures-là énergétiques. Le corps mental va affecter le corps vital, en fait, dans son action, puis le corps vital, ensuite, va affecter le corps physique. Donc, on donnait la chance aux personnes de parler, puis déjà de faire un peu de thérapie psychocomportementale, on va dire,
directement au début de consultation pour respecter un peu plus l'arbre, on va dire, pas l'arbre, mais le positionnement, en fait, qu'ils m'ont appris en médecine intégrative pour le downward position avec le félicité supramental, mental, vital et physique. Puis je me disais, c'est parce que je suis en consultation, je suis un peu timide peut-être de commencer avec des chakras, puis de l'émotionnel, puis de l'énergétique, puis je le mettais à la fin. Parce que je me disais, pour les gens, ben, je fais un peu un positionnement. Merci Gaëtan, parfait, on se tient au jus. Donc, j'étais un peu timide, puis je me disais que bon, peut-être les gens ne sont pas prêts à ça, peut-être autre chose. Puis finalement, je savais que ça allait venir éventuellement, que j'allais devoir mettre ça en haut de la pyramide dans l'équation. Maintenant, on le fait, puis ça se passe très, très bien, en fait, là, honnêtement. Là. Ça se passe très bien et ça normalise beaucoup de structures, que ce soit fascia, les peurs passent de nous-mêmes. etc. Ouais, c'est nous-mêmes, hein, souvent, qui jugent, puis qui se disent, on se dit en fait que ben, la personne, ça va faire bizarre pour lui, blablabla, mais finalement, c'est nos propres peurs qui résonnent. Parce que quand on le fait, la personne veut être guérie. La seule chose qui l'intéresse en finale, la plupart du temps, c'est le résultat. Donc, les personnes qui sont plus réfractaires, on le sent directement au début de consultation. Là. On l'a senti, c'était avec bon, le monsieur qu'on avait eu. Ben, le monsieur, la madame avec le fils TDAH. Bon, on avait eu une cliente qui est venue avec son fils, on sentait qu'elle était un peu dans le contrôle, bon, etc. Puis on savait qu'elle n'était pas très ouverte. Là. On ne sentait pas la grande ouverture. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a rien d'émotionnel qui est sorti avec lui en théorie. Peut-être un blocage parce que sa mère était présente dans la salle aussi. Ouais. Ça va arriver, mais il faut faire confiance en la pyramide, en fait, l'angle, le plan de traitement, la façon qui est positionné dans ce qu'on offre. Parce qu'à chaque formation, on vous donne un plan de traitement suggéré, l'ordre que les choses devraient être faites, mais plus vous faites de formation, plus vous avez un plan de traitement adapté avec l'ordre que ça devrait être positionné, en fait. Donc, pour ceux qui ont fait, exemple, INP2 à l'époque, ben, maintenant, ça va être changé. Je n'ai pas retouché les plans parce qu'on va le faire sauter. Mais les gens ont encore de la difficulté à dire fascia en touchant un membre. Je me dis, écoute, c'est pas. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Là, hein? On ramène, bon, si tu as fait de l'hypnose, Adam, si je dis des trucs dans ma tête, c'est encore plus puissant si je le dis avec des mots. Parce que le cerveau, comment il l'apprend, ben, surtout si vous avez fait de PNL, on travaille beaucoup avec ça, mais le cerveau, dès qu'il entend le mot, il est obligé de construire une image avec, il est obligé de construire un truc, amener son attention. Puis dans le traitement, l'intention est assez magique, autant du thérapeute que de la personne qui est soignée aussi. On voit qu'on est dans l'instant. Il y a des personnes que je vois, ils traitent et ils font des trucs tout dans leur tête. Je dis, bon, pourquoi tu t'empêches de dire les émotions dans ta tête? Si tu veux qu'ils guérissent la personne, puis en plus, il entend le mot inquiétude, peur, puis tu as raison, parce que ça sort dans le test, ben lui, tu fais une boucle sensorielle avec sa peau, avec les fibres, en fait, les neurones de premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, puis le processus final où ça s'en va dans le lobe insulaire médian, toutes les connexions avec l'hypothalamus, les mémoires physiques, etc. Puis tu rappelles par le biais des yeux, de l'audition, etc. C'est beaucoup plus puissant comme boucle neurologique quand tu dis les choses que tu fais dans ta tête. Mais ça, c'est de la gêne, de la peur. Puis moi, je me suis fait une carrière, puis je parle des émotions, puis j'ai aucun souci par rapport à ça. Il n'y a jamais une personne qui me dit pourquoi que ça. Au pire, ils sont curieux, ils posent la question. Puis dans les documents de cours, vous devriez être capable de verbaliser un truc qui fait du sens avec les théories qu'on met. Parce qu'on vous donne la théorie, on vous explique comment c'est branché, pourquoi que ça fait ça, pourquoi ça fonctionne. Même, on explique même le testing musculaire avec le potentiel d'action électrique, la réponse galvanique de la peau. Vous avez la science toute possible derrière les tests. Donc, c'est génial. Il n'y a pas de quoi être gêné quand on fait des évaluations comme ça. Hein? Ça fonctionne. Ouais, parce que sur ces évaluations-là, alors moi, je regardais vos évaluations et c'est des tests musculaires comme on fait en kinésiologie. Enfin, d'après moi. Et après, je recherchais des études montrant et prouvant justement ces tests-là. Et j'ai très peu trouvé d'études, voire pas du tout, montrant la fiabilité inter- et intra-praticien de ces tests. Est-ce que ben, tu peux… Ce défi, je me suis lancé et j'ai trouvé pas mal de bonnes théories. Là. Ils sont assez bien.
Mais il a fallu que je sois créatif, pas mal, comprendre en fait les courants de blessure du corps, les études qui sont faites avec les détecteurs de mensonges, exemple, avec la réponse galvanique de la peau. Bon, on prend de l'information, on voit que la charge électrique augmente de la peau quand la personne est stressée. Donc, nous, quand on crée des stimulations sur la peau, on va toucher les zones que la charge électrique est augmentée. Donc, en les touchant par les fibres nerveuses, les neurones de premier ordre vont aller vers la moelle épinière. L'épinière, neurones de deuxième ordre vers le thalamus, qui est le relais des informations sensorielles. Le thalamus, troisième ordre, vers le cortex sensoriel. Il y a des projections ensuite vers le lobe insulaire médian qui gère l'interoception. Bon, toutes les autres branchements, les autres glandes, bon, etc. Quand on touche un truc, une réponse directe du système nerveux. En embryo appliqué, la peau devient cerveau. C'est par ces voies-là. Donc, premièrement, il y a une mémoire attachée aux connexions avec la peau. Mais ensuite, les émotions, c'est comme je vous dis, un sens. Je vous fais sentir une fraise, ben, on n'a pas. Bon, on va tous reconnaître une fraise, mais on n'aura pas toujours la même. Moi, je vais m'imaginer, je sens une fraise de moi qui travaillais dans les champs de fraises quand j'étais enfant. Alors, je vais avoir des souvenirs associés différents, positifs ou négatifs. Donc, on a tous notre vision qui est différente par rapport à ça. Si quelqu'un me touche ici de façon violente, qui me fait peur, qui m'insulte, ben, ça se peut que j'aille laisser une marque au niveau des fascias, en fait, que mon cerveau va se rappeler dans les tissus à cet endroit-là. Quelle couche, limite, je ne sais pas. Quand nous, on fait des tests, ce n'est pas nécessairement toujours une blessure puis un truc directement là, mais il y a peut-être du matériel qui vient de plus jeune. Je suis tombé sur un coude. Il y a une réponse mécanique du fascia et des muscles pour me protéger mon articulation, mais mon cerveau s'en rappelle toujours tant qu'il n'est pas corrigé. Le courant de blessure, c'est ça. Donc, il y a des mécanismes, évidemment. Nous, quand on fait inspirer la personne, on active le sympathique. Si je vous fais sursauter, je vous fais peur, on inspire. Quand on expire, on lâche prise. Donc, on active le parasympathique. Donc, nos méthodes de correction, c'est exactement ça qu'on fait quand on fait du tapping. Vous voyez les vidéos, en fait. On active le parasympathique, le sympathique pendant qu'on touche la blessure, qu'on dit les traumas associés. On expire, libération de parasympathique. Quand on frappe le squelette, c'est nos réserves de minéraux. Ça l'envoie des électrons qui guérissent le corps, l'inflammation. Ça l'envoie de l'énergie infrarouge dans le système pour normaliser les structures. Il y a vraiment une boucle là, qui se fait, en fait, électrochimique, électromagnétique dans le système. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pas du n'importe quoi, mais moi, quand on m'a montré les premiers tests en kiné, qu'est-ce qui se passe? Même les micro-courants en posturologie, c'est un micro-galvanisme. OK, mais encore, ben, les gens biophysiques sont zéro. J'étais pas mieux qu'un autre. J'ai eu des hypothèses, des théories, je suis allé chercher, j'ai parlé avec des ingénieurs. Là, on se rend compte bien assez vite que l'ingénieur, il ne connaît pas la physiologie humaine. Si on regarde un acupuncteur, ben, il peut travailler avec des micro-courants dans la peau, mais il en sait très peu. On parle à un électricien, il ne connaît rien en physiologie humaine, puis il ne connaît rien en champ électromagnétique. On parle à un physicien, mais il comprend l'électromagnétique, mais après, l'anatomie, il ne comprend rien. Donc là, il a fallu que je rassemble des informations de tout le monde, que je fasse une synthèse avec ça. Est-ce que c'est prouvé en laboratoire de façon directe? Non, on a essayé. J'ai fait une étude, je pense que c'est avec l'Université de Montréal qui m'ont invité, mais c'est les mêmes détracteurs qui m'ont fait de la merde, en fait. Ce que je voulais, c'était essayer de me démonter scientifiquement. Mais l'expérience, on l'a fait avec des bijoux qu'on n'avait jamais mesurés s'il y avait un micro-courant à l'intérieur avant. Donc, c'était un effet placebo par-dessus un placebo, par-dessus. C'était un test, n'importe quoi. On a fait un double aveugle, mais avec des outils qui n'étaient pas bons. Par exemple, on devait tester des bijoux, mais là, ils ont décidé de mettre un truc pour le générateur, en fait, de pourcentage, donner un crayon. Alors, tu aurais pu me donner au moins un autre bijou, puis savoir quel type de métaux que c'est, si on veut faire une étude sérieuse. Est-ce qu'il contient un micro-courant qu'on peut tester avant, après, pour savoir si l'étude est fiable ou pas? Il n'y a rien qui a été fait. Tout ce que je voulais dire, c'est que, en gros, il n'y a pas vraiment de différence entre ça et ça. Évidemment, ça donnait une étude un peu nulle, mais en fait, l'étude était mal montée, puis c'était juste pas bienveillant comme démarche, mais je me suis prêté au jeu, j'ai décidé de le faire, puis voilà, maintenant, avec le recul que j'ai de la compréhension sur les trucs, plusieurs années plus tard, maintenant, je refais cette étude-là, puis je dirais, ben, on va aller s'amuser, on va aller tester avec la réponse galvanique de la peau, on va utiliser des métaux qu'on sait, par exemple, de l'or pur, c'est un excellent conducteur, donc il n'accumule pas les charges. Donc, lui, ça peut être notre placebo, tandis qu'on va prendre un métaux qui accumule les charges, lui, on va s'en servir pour. On sait que lui, il fait le bordel, lui, non. Après, il faut savoir si la personne est stressée de base, sa charge galvanique est déjà plus haute. Si elle est plus haute, il y a moins de potentiel d'action. Quelqu'un, l'extrême opposé, quelqu'un qui a un système nerveux qui est en « Salut! »
puis tout. Quelqu'un qui son système nerveux est extrêmement tolérant, que ça va super bien, en fait, il est capable d'accepter une charge de plus sans trop le perturber. Il va être perturbé un peu, mais jamais autant qu'une personne qui est sur le bord, qu'on lui rajoute un facteur externe, puis ça fait des problèmes. Donc, il y a un contexte avec ça. Puis en science, malheureusement, comme je dis, c'est les problèmes, c'est la compréhension du sujet de chacun. Donc, expliquer tout ça à une personne de labo, surtout quand elle est mal intentionnée, c'est un peu compliqué, là. Mais il y a effectivement des phénomènes, des sujets qui sont vraiment fascinants. Mais je comprends un peu ceux qui n'osent pas, en fait. Tous ceux que j'ai entendu parler qui font de la kiné appliquée, qui sont fait proposer d'aller faire ça, construire une machine, exemple, qui teste à notre place. Bien, il n'y a pas de mécanisme de potentiel d'action là-dedans. La machine n'a pas son micro-courant. Là, c'était un micro-courant de main à main, mais on peut quand même le tester à distance des choses. Donc là, on rentre dans l'électromagnétique aussi. Donc là, c'est autre chose, là. C'est vraiment autre chose. Mais c'est fascinant. Oui. En fait, s'il veut avoir des références sur le sujet, il suffit de faire courant de lésions, de blessures. De lésions, etc. et mettre thèse PDF. Ouais. Et en fait, il y a quelques thèses sur le sujet où effectivement, ils utilisent les courants de cicatrisation, etc., qui sont assez intéressants. Je vais regarder ça. Oui. J'ai regardé l'autre jour parce que justement, j'ai dit, ah ben tiens, ça doit être intéressant. Et effectivement, dans les descriptions des thèses, souvent, c'est super bien expliqué. Oui. Ben, les mécanismes, là, comment ils qui travaillent avec ça, mais c'est ça, je ne dis pas n'importe quoi, là. Ah non, ouais, mais justement, ça confirme ton expérience sur ces quelques années. Ouais. Et non, c'est génial. Vraiment, c'est comme tous les cours NeuroRENA, c'est vraiment fantastique. Ouais. Noera, il faut que tu apprennes à le dire avant. Noera, merci. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un drôle de nom qu'on a choisi, en fait. On voulait qu'il passe un peu partout. Hein. Ouais, mais pour moi, ça passe pas, mais c'est pas grave. Standard dyslexique, peut-être, là. C'est pas facile. Oui, c'est ça. Qui est parti? C'est Maurice? Oui, ça buguait. OK. Excellent. Je sais que tu avais beaucoup de questions, Gabrielle. Peut-être que vous avez d'autres questions. Josée, tu as été très silencieuse, mais ton micro est fermé en plus. Mais est-ce que tu as commencé des formations chez nous, Josée? On va y arriver. Pendant ce temps-là, on peut penser à nos questions. Est-ce qu'un ongle incarné peut se réincarner? Dans une autre vie, peut-être, non? C'est une blague de Podo, ça, je pense. Non, moi qui l'ai inventé, c'est con. Ah, ben voilà. Bonjour. Ben allô! Ouais, bonjour. Ah, ben voilà. Oui, j'ai commencé. Oui, j'étais en train d'étudier. Fait que je l'ai essayé sur certaines personnes, mais il y a des personnes qui sont vraiment, là, c'est bloqué, il n'y a rien à faire. Pour les tests, tu veux dire, en kiné? Et c'est pas testable, là. Même la polarité, ça fonctionne même pas, là. Ils sont vraiment, là, ils veulent pas que ça marche. Je vais t'expliquer la réponse qu'on a réalisée au fil du temps, hein, parce que j'ai quand même enseigné ça à près de 500 personnes, cette méthode-là. Le principe de potentiel d'action. Pour qu'il y ait un potentiel d'action physique, on a besoin que les deux charges qui sont un peu à l'opposé. On va dire une charge électrique qui est élevée et une charge électrique qui est basse. Donc, les hautes fréquences vont aller vers les basses fréquences. Si je touche quelqu'un, je stimule un truc, là, si on fait le test de polarité ou le point ici que j'aime bien maintenant, le master, il peut avoir un potentiel d'action parce que je touche un endroit que sa charge électrique va être très élevée, puis la mienne est très calme. Je suis habitué de faire le test, je suis alpha dans ce que je fais mon test, je suis bon en maîtrise, je n'ai pas de trouble de bioélectrique dans mon système quand je le fais. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça crée un potentiel d'action. C'est comme si on rejoignait deux courants électriques, pas du même niveau, puis là, ça fait ça comme ça. Okay? C'est ça le principe de potentiel d'action. Puis ça, au niveau du système nerveux, ça crée un effet parasympathique momentané chez la personne. Sa charge électrique baisse de façon momentanée en s'ajustant avec la nôtre. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le muscle n'est pas capable de contracter, mais c'est momentané. Il faut que ça soit rapidement fait. Là, toi, tu n'es pas habitué de tester. Donc, tu es stressé toi-même. Tu as l'air d'une petite nerveuse, je me trompe? Donc, charge électrique, probablement, toi-même, un peu stressé, ta charge électrique augmente.
Puis là, ben, si lui, sa charge électrique n'est pas très élevée, là, tu essaies de le tester, le potentiel d'action devient extrêmement subtil. Donc là, c'est là que ça merde. Si lui est là, puis toi, tu serais super calme, là, tu vas sentir un bon potentiel d'action. Des fois, c'est pas. Là, ce qu'on pense, c'est que lui, il est difficile à tester. Il est difficile à tester parce que toi, en ce moment, tu n'es peut-être pas en état de calibration. Donc, tu peux lui faire boire de l'eau. Toi, tu peux boire de l'eau. Hey, Jean-Philippe, bisous. Ben oui, ça serait cool. À Bordeaux, évidemment. Quand on se voit au Québec, dans bien vite. Donc, c'est arrivé à Barbara l'autre fois. Elle arrivait de tester un client. Puis Barbara, ben, quand ça ne fonctionne pas, elle s'énerve un peu. Elle est parisienne. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Donc, elle commence à s'énerver, puis je te laisse raconter l'histoire, en fait, à ta manière. Non, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois, en fait, au début que j'ai commencé à pratiquer la kinésio. Et donc, il disait que c'était tout le temps de ma faute, que j'étais stressée. Je dis, bon, pourquoi pas? Mais je fais quoi contre mon stress? Bon, une fois. Parce qu'à chaque fois que je lui disais ça, ben, en fait, ça l'énervait encore plus. Ouais, ça m'énervait parce que je n'avais pas l'impression d'être stressée. Mais bon, après, ça peut être inconscient. Et il y a une fois où donc on fait des consultations à deux et il teste quelqu'un, je le vois tester super facilement et je me dis, ah, super, cool, je vais y arriver. Et là, j'arrive et ça ne marche pas. Je fais, bon, ok. Le patient n'avait pas du tout l'air stressé pour le coup, donc il me dit, bah, fais de la respiration et on reteste après. Donc moi, je me suis relaxée un peu plus. J'étais très, très fatiguée aussi. Et bah, ça suffisait pour que le test ne marche pas. Donc, j'ai respiré, ça m'a permis de relaxer aussi les spinal wave. Spinal wave. Spinal wave. Tu peux faire une petite démonstration de spinal wave pour nos amis ici? Ouais. C'est de la respiration, mais associée à vraiment de la mobilisation. On veut bouger la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale envoie des tonnes d'informations au cerveau. En fait, quand elle bouge, sur des grandes amplitudes associées à la respiration, pour voir. En tout cas, j'ai retesté après et il était très, très bien testable. Donc, ça peut venir de la personne et ça peut venir de toi aussi. Ouais. Dans le fond, ce qu'on veut stimuler quand on fait des tests chez la personne, une personne qui est très difficile à tester et qui devient de plus en plus facile, ça, c'est un signe déjà que les personnes qui sont réellement difficiles à tester, là, ça, c'est les personnes que leur système nerveux central ils en ont besoin, en fait. Il ne faut vraiment pas lâcher prise avec eux, c'est l'inverse qu'il faut faire. Dans la première consultation, plus que ça va aller, plus qu'il va devenir facile à tester, plus qu'on dépollue le système, en fait. C'est comme un ordinateur, imaginez que vous avez 42 pages ouvertes en même temps. Là. Hein? Les fenêtres, ça rame, ça va lentement, on va dire ça lag, ça ne va pas bien, en fait. C'est pareil pour lui. Le but, c'est de regarder les fenêtres prioritaires, fermer les gros trucs, puis le système nerveux va aller de mieux en mieux. Donc, en faisant ça, on dépollue la personne, son système nerveux, on l'optimise, la personne va être de plus en plus en parasympathique. Et je dirais que systématiquement, toutes les personnes que l'on traite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Merci. Oui, non. L'autre chose qu'ils disent le lendemain. Ah, ils sont crevés. Ils sont crevés, ils ont dormi comme jamais. Il y en a qui sont malades aussi. Il y en a qui tombent malades. Ça, c'est une expression du parasympathique parce que les gens sont en survie tout le temps, en stress. Il n'y a aucun mécanisme de guérison dans le corps en état de sympathique. On ne peut pas guérir en sympathique. Vous avez tous déjà pris des vacances une fois dans votre vie ici, j'espère. Qui est déjà tombé malade en commençant ses vacances? Ici. C'est arrivé, je crois, à tout le monde. On dit, putain, pourquoi je tombe malade le seul temps que je peux être en vacances? Bien, justement, parce que ton système nerveux te dit, merci, je peux enfin guérir et me reposer. On a des petits symptômes. Ça peut être une grippe, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une expression du parasympathique. On va pas me mourir. Oui, Morrill is back. Je vais faire une blague. Okay. J'adore emmerder les gens. Bonjour Morrill, on a eu une discussion. On a décidé de te reprendre dans la conversation. Attends, il se connecte à l'audio, là, je pense. Ben non, tu nous as manqué. Vous m'entendez? Ouais, mais c'est le bel belge. Vous m'avez jarté. Ouais, ben non, t'es parti comme ça sans rien dire. Hein. On a pleuré, on a fait un deuil. Finalement, on a guéri notre blessure avec un beau traitement de Adam. On était super chanceux. Il nous a fait une hypnose régressive, nous rappeler nos blessures d'abandon. Puis, ça redonne le sourire en tout cas.
Oui, c'est pas mal. Non, on parlait en fait des gens stressés. Ben, toi aussi, Maureen, hein, je pense que tu peux en parler, tu as eu de la difficulté à tester au début, les gens en kiné. Là, on a expliqué un peu que Barbara, finalement, on lui a fait faire elle-même des spinal waves, puis elle a eu plus de facilité à tester les gens à cause qu'elle a normalisé sa propre réponse galvanique en fait de sa peau. Donc ça, si vous connaissez pas ça, allez lire les études sur les détecteurs de mensonges, comment ça fonctionne. Le corps humain, quand il est stressé, il augmente sa charge électrique de sa peau. Il tombe en dysfonction. Donc, c'est simple comme ça. Donc, nous, ce qu'on teste, on est vraiment comme des informaticiens. En fait, on se connecte sur le réseau, on regarde sur les surcharges, les problèmes de courant, puis on nettoie. Après, ben, c'est de comprendre c'est quoi l'art là-dedans. Hein. Évidemment, si on s'occupe du cerveau en priorité, il va y avoir beaucoup moins de problèmes. Mais je pense que Maureen, tu as eu des gros soucis de testing à l'époque aussi. Hein? Ça, non, j'ai pas eu des problématiques, mais je me suis rendu compte, par contre, que quand je testais, il y avait beaucoup des méridiens qui ressortaient et que si je ne débloquais pas les méridiens en priorité, j'arrivais pas à avoir accès au test kinésio. Et donc, ouais. Et donc, maintenant, finalement, en fait, je vais dire 7 à 9 personnes sur 10. Hein, je sors un chiffre comme ça hors de mon chapeau, mais je travaille les méridiens en priorité. Parce que sinon, je n'ai pas forcément accès ou l'information n'est pas claire. Ben, c'est bien, c'est ce qu'on fait maintenant, nous. Méridien, il faudrait que je sorte ma feuille, là, mais on trouve les troubles bioélectriques, on fait les lobes, les trucs comme ça. Après, vraiment un peu après, on va aller les méridiens, les chakras, là, avant d'aller plus loin dans le système, parce que justement, c'est le corps vital, le corps mental va être supérieur au corps vital, qui est supérieur au corps physique. Puis tous les chakras ou les méridiens, si vous n'êtes pas habitué de travailler avec ça, ont des systèmes de croyances rattachés. Peut-être qu'Adam, ça t'intéresserait. Adam, excuse-moi, je suis habitué, mais Adam australien. On a, exemple, le chakra du pancréas. Il y a des phrases rattachées, des systèmes de croyances qu'on peut travailler avec. Le pancréas, au niveau méridien, ou le méridien du pancréas, excusez-moi, pancréas 4, qui partagent le même ensemble. Ça va être « Je suis sécure, mon futur est sécure, j'ai foi et confiance en mon futur ». Il faut tester ces 3 phrases-là. Il y en a une qui plante. Oh, OK. Donc, on sait que le corps mental va dérégler le corps vital. Puis le corps vital, ensuite, les muscles rattachés au méridien du pancréas, ça va être l'éminence ténor et le grand dorsal. Si c'est la rate, par exemple, parce que c'est un méridien, c'est le seul, en fait, qui est comme ça, là, on va dire le double branché, ça va être triceps avec la rate, trapèze moyen, trapèze inférieur. Donc, il y a des muscles qui merdent, mais finalement, le problème, c'est entre les 2 oreilles. C'est un état mental qui ne va pas d'insécurité. Il vient perturber le tout. Il vient perturber la circulation de l'énergie, qui, l'énergie, ensuite, va mal alimenter les groupes musculaires et la posture, évidemment. Si le grand dorsal n'active pas, ne s'attend pas à avoir un sacro-iliaque qui va bien. Une épaule sans bascule. Il traverse le corps. Le vaisseau gouverneur, les fessiers. Fessier adducteur, on ne s'attend pas à des miracles non plus au niveau de la posture. Il y a des muscles comme ça qui sont des méridiens comme ça qui sont vraiment clés au niveau de la posture, selon moi. Voilà, par analyse. Et pour en revenir au test kinésio, José, des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes, souvent, je pense plus, quand tu es une femme, des hommes qui ne voudraient pas avoir un test faible face à une femme. Ah ouais. Ça m'est arrivé une fois, des gens qui sont un peu dans la compétition, tout ça, voilà, qui ne veulent rien lâcher. C'est bien leur expliquer que c'est un test, c'est un outil d'évaluation et que voilà, ou sinon vraiment si le deltoïde antérieur, c'est compliqué parce qu'ils ont aussi parfois plus de force, il faut le reconnaître. Le test pouce petit doigt est peut-être plus accessible aussi pour nous. Si l'articulation radio-mirale effectivement est en place, si la personne compense puis elle a un métacarpien déplacé, bon, etc., ça va merder. Voilà. S'assurer que le testeur soit testable, hein, toujours. Donc, oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ça demande de la pratique. Bon, certains experts déjà comme Maureen, tant mieux. Moi, j'aurais aimé ne pas avoir de difficulté au début parce que ça remet en question, mais avec de la pratique, on gagne en confiance, hein, nettement. Ouais, il y a aussi un truc, c'est qu'il ne faut pas jouer le jeu de l'autre, c'est-à-dire que quand on va donner de la force sur le bras du patient, des fois, il va mettre de plus en plus de force et nous, on va jouer le même jeu. Il faut pouvoir remettre les choses en place. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi à faire.
Et puis, c'est quelle est mon intention quand je teste, c'est que l'expérience soit aussi agréable pour le tester. Et donc, bah, il faut que je sois doux. Et donc, je suis dans cet objectif-là, dans cette recherche-là. Donc, je pense que c'est ce que chaque thérapeute doit aussi chercher de faire. Donc, il faut chaque fois se recadrer, en fait. Ben, je pense que ce qui t'aide beaucoup, Simoril, c'est que je vais me pencher, c'est que tu es très proprioceptif à la base. Donc, tu sais très bien ton corps est où dans l'espace et tu sais que tu es plus fort que la plupart des gens aussi que tu vas tester. Donc, à partir de là, tu ne feras pas exprès pour mettre plus de force. Tu sais que tu as un avantage biomécanique, tu es par-dessus la personne. Par exemple, moi, je teste Barbara, regardez moi à côté d'elle, c'est certain que je suis debout, son bras est en 45 degrés, j'ai juste à me pencher et c'est fini, là. Donc, à partir de là, surtout si tu fais 400 tests dans ta consultation, je dis un chiffre, ça a l'air gros, mais c'est sûrement plus que ça dans certains cas. Mais il y a une fatigue qui s'installe aussi. Donc, tu as le beau jeu un peu parce que tu es plus lourd physiquement, tu es grand, tu peux te positionner à ton avantage. Mais exemple, Barbara est arrivée, on a un client qui fait 2,10 m pratiquement. Le mec, 150 kilos, c'est pas plus. C'était pas l'avantage mécanique n'était pas du côté de Barbara. Puis lui, en plus, ben, comme elle dit, il ne voulait pas perdre devant une femme. Donc, il se donnait à fond. Mais là, j'ai dit, c'est pas un test de force qu'on fait, mais il suait, là, le mec. Là. Je me dis, c'est ridicule. C'est un test qui peut se faire avec tellement de douceur, en fait, quand c'est fait de façon convenable. Je dis, est-ce que tu veux qu'on te soigne ou pas? Parce que là, il faut lire ton corps. Là, ce que tu veux, c'est on lit ton orgueil, c'est tout ce qui se passe. Bon, c'est ce que je me suis dit, j'ai pas dit ça comme ça. Mais c'était le souci, là. Mais je crois qu'il faut se rappeler que c'est quand même un outil de communication. Donc, s'il y en a un qui refuse la communication, ça ne peut pas marcher non plus. C'est mon avis. Et puis, des fois, quand je parle avec les méridiens qui peuvent des fois bloquer la communication, moi, quand j'ai pas directement, le test va pas, alors que j'ai testé des personnes avant, je me sens serein, etc. Je me dis, j'ai cette analogie-là que j'utilise, c'est qu'est-ce qui fait bouchon dans la tuyauterie? Et du coup, je dois le trouver. Est-ce que c'est au niveau mental? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau énergétique? Et puis, du coup, généralement, je vais directement sur les méridiens parce que c'est souvent ce qui sort. Mais si ça ne sort pas, ben, alors à ce moment-là, je vais voir autre chose. C'est ma manière de faire. Hein. C'est pas c'est pas la panacée ou quoi que ce soit d'autre. C'est ma manière de faire et je trouve que ça me réussit bien. Des fois, c'est les lobes. Les lobes, ça arrive en deuxième position, souvent, avec les moraux, les RPP, les hémisphères, etc. Enfin, voilà. Je suis là, je vous regarde. Moi, ce que je trouve souvent sur du testing comme ça, je teste souvent pouce index comme ça, et parfois, je vois que la personne est complètement asymétrique et pourtant le test tient. Et en effet, c'est un peu le côté je veux résister, etc. Et c'est des patients qui sont vraiment en résistance, qui sont dans le contrôle à fond et qui veulent rien lâcher. Et pour voir ça, justement, je leur demande de le faire avec le majeur, simplement, et généralement le majeur lâche, ou alors tu peux le tester simplement avec l'auriculaire, et l'auriculaire lâche, alors qu'avec l'index, ça tenait. Et en leur expliquant simplement pourquoi j'ai des résultats différents, je leur explique, je leur fais également passer un petit peu ce message-là. Ouais, parce qu'il y a un peu trop de contrôle, il y a un peu de ça. Et là, ils se reconnaissent. Et là, ils commencent à baisser un peu les barrières également. Et puis à voir qu'ils ont été compris, tu vois. Ouais, Et du coup, après, les tests sont plus faciles à faire passer. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, la personne vient nous voir pour guérir. Donc, à partir de là, elle a déjà fait un bout de chemin, c'est-à-dire que je suis prêt à changer des choses dans ma vie pour que ça aille mieux, en fait. Hein? On n'est pas des. Il y a encore le problème que les gens imaginent qu'on a une baguette magique, qui vont se coucher sur la table, qui vont faire ting, puis qui vont être guéris. Une grosse partie de la maladie puis de la souffrance qui vient de nous-mêmes, en fait, de nos stress, de nos propres dysfonctionnements de notre système nerveux, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne s'occupe pas de nous, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour notre santé. Et à partir de là, il faut qu'ils réalisent que ils sont moins dans le contrôle déjà, le fait qu'ils viennent, mais d'autres personnes, surtout quand ils ne comprennent pas trop, ils ne font pas confiance ou qu'il y a un truc qui dérange, ils retombent assez rapidement dans le contrôle aussi par rapport à ça. Hein? On va le voir, j'aime bien les aimables et les analytiques en consultation.
les aimables vont poser beaucoup de questions, vont être très doux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne veulent pas comprendre. On a tendance à être moins explicatif avec eux parce qu'ils sont dans la douceur et dans la communication. Finalement, on se dit, bon, ben, on va moins aller dans les détails techniques, mais c'est une erreur. Ils ont besoin de ça. Les analytiques, c'est sûr qu'ils vont venir avec leur liste. Hein. J'ai fait mes recherches et blablabla, j'ai ça. Cette personne-là valorise son intelligence, c'est correct. Mais à partir de là, ils pensent qu'ils savent déjà que tu dois leur faire pour les guérir. Mais on est comme, OK, ben, si tu sais pourquoi tu n'es pas guéri, c'est un peu ça. On a besoin que nous-mêmes, ou j'en ai vu plein des personnes, c'est ça qui me fait du bien si tu me fais ça. Je dis, OK, tu as vu 50 personnes qui t'ont craqué une vertèbre, c'est ça qui te fait du bien, mais tu reviens me voir avec le même problème. Donc, c'est vraiment ça la solution ou tu peux bénéficier de mon expertise, s'il te plaît, et je choisis qu'est-ce que tu as besoin finalement. Mais merci de l'indication. Hein? J'apprends à être plus gentil, mais je dis, OK, ça c'est intéressant de savoir que ça te soulage temporairement, mais on voit très bien que ce n'est pas la cause. Hein? Donc, il faut apprendre dans le lâcher prise, hein, de notre pleine façon. Hein? Des fois, on a des parents qui viennent, l'enfant est comme ça, là. Puis finalement, on voit que la mère est ultra stressée, ultra dans le contrôle, puis l'enfant, finalement, il a peur tout le temps, il n'est pas capable de s'exprimer, etc. Puis on dit, ben, je pense que l'enfant va très bien, c'est vous qui n'allez pas bien, madame. Je vais vous prendre en consultation la prochaine fois, ou laissez votre enfant venir seul, puis je vais faire mon travail. Tu sais, des fois, c'est ce qui se passe dans ma tête. Là. Je ne veux pas dire ça aux gens nécessairement, mais on a une énorme part, en fait. En tant que thérapeute, je pense que notre but, c'est de guider, c'est d'utiliser nos outils et les guider vers la guérison, mais en fait, il y a tellement de choses qui viennent de nous-mêmes et de notre entourage, en fait, qu'on oublie un peu c'est quoi le tout. Puis c'est facile aussi de tomber en tant que thérapeute dans le syndrome du sauveur, puis d'imaginer que c'est nous qui guérit tout, puis qui a entamé, en fait, la guérison. Mais en fait, plus qu'on pratique en kiné, plus qu'on rend compte qu'on lit le corps, que le corps nous dit quoi faire, qu'on applique la technique, puis finalement, on n'a pas grand-chose à... On réalise qu'on a très peu à voir dans l'histoire de la guérison de la personne. On fait juste activer le truc pour les rails, pour l'amener dans la direction que le corps sait déjà où il veut aller. C'est fascinant. Donc, c'est ma petite parenthèse, je peux vous laisser mijoter dessus, mais je réalise que j'ai un bon plan de traitement. En fait, j'ai plutôt une bonne stratégie de quoi poser comme question au corps à quel moment, mais le reste, le corps, c'est absolument tout, pratiquement. Là. On n'a pas tant d'impact que ça sur les gens. Ça fait bizarre à dire. Hein? Oui, c'est ça. C'est l'homéostasie qui se met en place après. Oui, il faut savoir c'est quoi qui est déréglé dans l'homéostasie de la personne. Donc, plus qu'on a de connaissances quand on se connecte sur la personne, plus qu'il va y avoir des choses qui vont apparaître. Et c'est pour ça que des fois, un étudiant, quelqu'un qui n'a pas fait une formation, exemple, sur chakra méridien, ben là, il va dire non, je n'ai pas de trouble là, mais en fait, il ne voit pas l'erreur, mais ce n'est pas parce que c'est comme connecter un ordinateur. Vous allez chez le garagiste. Bon, vous amenez votre bagnole chez un autre garagiste. Vous faites changer votre huile, voilà, il y a un code d'erreur qui est là. Ben, si lui, il a une Nissan, exemple, et vous avez une Renault, ça se peut que son ordinateur ne puisse pas lire votre code de problème de Nissan. On essaie de devenir un peu un méga ordinateur qui comprend un peu la langue de tout. Et comme ça, ben, ça permet de mieux lire les messages du corps. Mais je pense que l'ordinateur Renault pour une Renault, ça va très bien. Là. Comme quelqu'un qui a un trouble de méridien qui va chez un acupuncteur, ben, il risque d'avoir un très beau résultat. Quelqu'un qui va chez un podo puis qui a seulement un truc, bon, on va dire, il s'est blessé la cheville, puis ses capteurs allaient tous bien, puis c'est arrivé un mauvais coup on va dire, un problème X, ben, il va avoir un bon résultat, puis etc. La même chose, un problème psychologique ou un chez un psy, ça va bien. Mais en fait, c'est quand ça devient multifactoriel, puis qu'il y a des couches qui s'empilent par-dessus, puis les trucs ne sont pas traités correctement et à temps, là, ça commence à être un peu le bordel. Là. Ça prend des super thérapeutes, puis c'est pas vraiment ce qu'on se fait enseigner quand on sort de l'école. Hein? Quand Adam, tu es sorti de l'école, probablement que tu t'es fait dire que tu aurais des super résultats pour plein de bateaux, que tu es arrivé en réalité, tu as fait ouf, ça, j'ai jamais vu ça, ou je regarde mon analyse, il y a des choses qui se contredisent dans l'observation du patient versus ce que c'est supposé d'être et ce que c'est. Je donne un exemple, j'ai une patiente. Tous ces réflexes que je testais, il y avait des réflexes de retrait.
Là, finalement, je la mets sur la table, je teste son réflexe de galant. Je ne sais pas si vous testez un peu ça. On peut tester du haut du cou, genre d'un côté de la colonne jusqu'au sacrum. Puis la réponse classique, c'est du côté, exemple, que je simule. Je ne sais pas si tu peux tourner, je vais le montrer. Exemple, là, le plus facile pour la caméra, c'est le dos. On va commencer, exemple, au niveau de l'occiput. On va descendre sur la colonne vertébrale, le côté. Si je fais l'occiput droit, exemple, je vais descendre jusqu'au sacrum à droite. Donc, ce qu'on s'attend de ce côté-là, c'est une flexion du tronc ipsilatéral, mais une élévation de la hanche de l'autre côté. La personne qui était sur la table, je faisais ça, c'était pas du tout ça qui se passait. Elle avait un réflexe d'extension de la colonne vertébrale, il y avait autre chose. Là, j'ai réalisé, après avoir fait tous mes tests sensoriels, que je ne comprenais rien. J'ai fait, c'est pas des réponses neuro, ça. Ce n'est pas des réponses neuroclassiques, ce n'est pas des réflexes qui sont problématiques. Donc, on a commencé à se demander si, puis sa mère m'a répété 2 fois, il y a une voyante qui a dit qu'elle s'est fait brûler sur un bûcher, des choses comme ça. Puis là, j'ai commencé à me dire, écoute, il y a peut-être un truc avec la peau qui vient d'une autre vie. Je ne savais pas quoi dire, en fait, parce que je suis resté ouvert parce que je me suis dit, ce n'est pas une réponse en neurologie qu'on a en ce moment, c'est une réponse. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle, puis des choses comme ça. Là. Je me demandais, il y a peut-être quelque chose en émotionnel. Il n'y avait aucune explication rationnelle à ce que je voyais là. Donc, finalement, je l'ai référé à une personne qui fait des traitements avec des entités et ces choses-là. Pas de nouvelles. Mais de mon côté, côté neuro, elle ne voulait pas participer à ces exercices. Elle avait une répulsion complète au niveau de la peau. Je ne me suis pas senti très utile pour elle cette fois-là. Ça arrive. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé cette fois-là. Mais c'est des choses qui nous permettent de nous garder toujours une certaine marge et nous permettent de rester humble aussi en se disant qu'on ne connaît pas tout et tout n'a pas une explication dans le moment présent dans ce qu'on fait. Quoi. J'ai dû mettre à jour mon ordinateur moi-même pour me connecter sur un nouveau modèle. Le modèle brûlé par des sorcières, comme une sorcière dans une autre vie, je ne sais pas trop. Mais je me suis ouvert à autre chose cette journée-là. Donc, voilà. Oui, et puis il faut accéder. Pardon, vas-y, Gabriel. J'allais dire, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que ça ouvre des portes, mais chacune des portes ouvre d'autres portes. Donc, c'est à l'infini. Sans fin. Définitivement. Même cette semaine, nous, on a découvert des nouvelles méthodes encore. Hein. Puis demain, on se fait des tests sur les nerfs sur moi. Donc, on commence l'application clinique avec les nouvelles méthodes qu'on va présenter, en fait. On est constamment en train de modifier les plans de traitement et de rajouter des trucs. Puis maintenant, on teste le corps calus, d'ailleurs. Ça, c'était pas là. Maurice, tant qu'à tester les lobes, tester la faute du cerveau, tant de cerveau-lèvres, on teste le corps calus, puis on l'a eu chez. Le quoi? Le patient, oui, mais c'était qui déjà qui avait ça? Ben, je pense que c'était le retard de développement. Non, c'était le TDAH. Le TDAH, bon, un trouble de corps caleux. Donc, ça va être intéressant. Il a fait l'exercice classique, là, hémisphère et psy comme ça. Puis lui, ça n'allait pas bien du tout. Ah non, c'est ça, c'était pas le retard de développement. Ça n'allait pas bien du tout. On a fait la correction, ça allait mieux. Il était là, mais qu'est-ce qui se passe? Une correction bioélectrique du corps caleux. Donc, évidemment, ce n'est pas encore dans l'information, mais chaque semaine, on vient avec des nouvelles méthodes. Après, il faut les structurer. Puis, à un moment donné, quand on dit que ça déborde, nos étudiants sont trop en retard sur les modifications des méthodes. On n'a pas le choix de lancer un nouveau cours. Là. Rendu là, on ne peut pas toujours faire des mises à jour du même cours. Ça ne fait plus sens. Là. Et puis, en travaillant sur l'électromagnétique, on s'intéresse aussi à la façon dont nous, on gère ces transferts d'énergie, si je peux dire ça comme ça, et le fait de se protéger en tant que thérapeute, parce qu'on voit énormément de monde. Et moi qui suis énergéticienne, et on est de plus en plus conscient et sensible aux ressentis et aux choses qui nous entourent, même de l'invisible. Et il faut garder en tête qu'on récupère pas mal de merde. Voilà. Pour être simple. Et il faut aussi être conscient de ça quand on commence à travailler sur de l'énergétique, comme les chakras, déjà de base. Et donc ça va aussi faire partie du cours Myonic 2, des recommandations quand même à ne pas négliger. Je pense qu'on va être obligé d'en parler un peu parce que
Pas seulement méridien chakra, parce que ça ne fait pas partie de Myonic 2 à la base, ni les nouveaux chakras qu'on a décidé de mettre, les chakras secondaires, mais les corrections électromagnétiques qu'on fait. Nous, il faut se connecter, il faut le sentir avec nos mains. On peut muscle test et décider de rien sentir, mais si on travaille la manière qu'on le fait en ce moment avec des couches qu'on sent, on se connecte sur un électrométrique. Et la base physique, c'est bon, c'est soit biophysique ou physique classique. Le champ électromagnétique affecte le champ électrique affecte le champ électromagnétique. Donc, moi, en voulant me connecter au champ électromagnétique de quelqu'un, faire une modification, j'affecte le bien aussi. On est interconnectés. Puis, oui, on essaie de normaliser des champs électromagnétiques qui sont nocifs ou même des courants de chute dans le corps qui sont problématiques. On va récupérer des choses bien pour nous aussi parce qu'on reçoit un onde, on va dire, de tout ça en retour. Mais en faisant des traitements purement électromagnétiques, on en a eu quand même pas mal ces temps-ci. Puis on l'a vu, notre niveau de fatigue était beaucoup plus intense, soit peut-être parce que corticalement, c'est vraiment différent pour nous. C'est une autre façon de travailler. On doit être vraiment dans une écoute qui est beaucoup plus moins intuitive que mettre les deux mains sur quelqu'un et pousser sur un bras, par exemple, en kiné ou en thérapie, quand on sent les tissus sous les doigts. Là, on est obligé de se faire une représentation mentale du monde on va dire, électromagnétique. Donc, c'est peut-être notre attention aussi qui est fatiguée. Mais de notre côté, on se prend des verres au passage. On le voit, quelqu'un qui rentre dans une pièce qui n'est pas de bonne humeur, qui a une mauvaise attitude, on a des mécanismes, on va sentir son énergie, ou on ne se sentira pas nécessairement bien. On a nos systèmes primaires aussi réactionnels, notre système limbique qui vont nous déréguler, on va dire. On va tomber dans une méthode de protection, on va dire paralysie, combat, fuite, peu importe. Mais il y a aussi, comme des aimants, on se rappelle des vieilles télévisions, si vous prenez un aimant, vous la mettez dedans, un champ électromagnétique va dérégler, en fait, d'autres structures. Voilà, on se décalibre. Gabriel qui a dit, excusez-moi, comment protecter la chili millefeuille? Il y a des fréquences intéressantes. Je ne le connais pas, ça. Comment protecter un lachili millefeuille? Qu'est-ce que c'est que cela? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors, la chilée millefeuille, justement, est réputée pour ça, pour protéger le thérapeute quand il traite des patients au niveau, j'allais dire, énergétique. C'est quoi? C'est une pierre, c'est quoi? C'est une plante. Ah, une plante. Que tu consommes? Alors, soit tu le consommes, soit en fait, là, c'est la fleur que tu fais sécher, que tu mets sur toi, et ça fait la différence comme comment te dire ça, comme un champ électromagnétique qui te protégerait des autres champs extérieurs. Ok. Tu regarderas chez les millefeuilles, il y en a partout en Europe, partout. Ok. Tu la testeras parce que voilà. Merci pour l'info. De rien, avec plaisir. Je pose la question. On a quasiment 2 heures de live. Bon, c'était un début de live sur des problématiques de terrain, mais ça a vite dérivé sur votre sujet d'échange et de partage de pratiques. Je pense que ce sera un webinaire à refaire. Là, il y a des personnes qui ne nous connaissaient pas vraiment ou d'autres qui débutent dans les formations, mais on refera des échanges comme ça vraiment axés problématiques de terrain parce que c'est primordial pour faire avancer les uns et les autres. Et comme tu disais, Gabriel, c'est sans fin. On ouvre une porte et il y en a 15 autres qui nous attendent. Donc voilà. Les portes qui est ouverte. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert et puis le reste. Et puis c'est intéressant d'avoir aussi des axes, des points de vue autres. Comme on n'est pas tous. Il y a des podologues, des kinés, des ostéos et plein d'autres milieux où on a des fois des points de vue qu'on n'aura jamais. Donc il faut mettre tout ça ensemble et partager pour le bien du patient. Voilà. Et notre curiosité. C'est ça qui fait la richesse d'un groupe, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit que je préférais me dire que tout existe jusqu'à preuve du contraire que de me dire que rien n'existe jusqu'à preuve du contraire.
C'est beaucoup plus simple d'accepter que plein de choses qu'on ne sait pas. En fait, on ne connaît rien. Et il y a des choses qu'on sait définitivement qui ne fonctionnent pas. Puis c'est eux autres que je préfère garder en tête. Puis les choses qui fonctionnent, essayer de les garder quand j'ai des preuves aussi, en fait, pour travailler. Hein. C'est plus simple. Qui sommes-nous, petits grains dans l'univers? En fait, on ne connaît pas grand-chose. Donc, restons curieux. Hein? J'espère que ça vous a intéressé, ce live-là, parce qu'on a pris des portes. En fait, on ne savait pas qu'on s'en irait avec ça. On est allé dans l'échange. J'espère que ce n'était pas trop bizarre quand on commence à parler de trucs électromagnétiques, si ça. On va pouvoir vous montrer ça en personne. Vous allez voir que ça fonctionne. Tout ce qu'on fait fonctionne. Donc, c'est pas on ne cherchait pas une technique spéciale pour se faire voir. Là. On n'a rien à faire. Nos méthodes sont basées sur les résultats qu'on a avec les personnes, puis toujours remplacer les outils par d'autres outils plus performants. Donc, c'est vraiment génial. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes tous sur le groupe Les Thérapeutes 2.0 Facebook. Ouais. Oui. Donc, voilà, les questions que vous aviez ici, que vous vouliez poser là, on n'a pas eu le temps, mais pourquoi pas les poser dans le groupe, ça pourra servir à tout le monde et de toute façon, on reprogrammera des webinaires comme ça et peut-être même si vous avez aussi des idées comme ça de webinaires que vous voudriez voir se mettre en place, des discussions, des sujets de discussion, n'hésitez pas. Toujours ouvert aussi à faire des lives avec vous, en fait, en séparé, là, parler un peu de ce que vous faites, etc. Là, vous montrer un peu la bête, comme on dit chez nous. Vous faire voir un peu sur les médias. Je sais que les professions, des fois, libérales, vous n'avez pas trop le droit de faire de com, mais nous, en faisant une interview avec vous, c'est nous qui vous mettons en valeur. Donc, ça devient légal pour vous, puis ça vous permet un peu de vous faire voir, puis de voir un peu vos niveaux de compétences, puis les gens, ils s'attachent beaucoup aux personnes qui peuvent rencontrer, voir parler, etc., échanger avec eux. Ça, on trouve ça super cool de faire ça avec vous aussi, puis ça nous permet en même temps de passer un peu de temps, de vous découvrir, puis voir qu'est-ce que vous faites. Donc, bien ouvert à cela. Donc, au plaisir, José, je vais peut-être te voir. Je sais que je te vois. On va se voir au Québec, je crois, dans pas long. Je ne sais pas si Adam, on va avoir la chance de se rencontrer. Ça serait bien. Oui, j'espère. Tu l'as dit dans quel coin déjà, Adam? Toulouse. À Toulouse. Oui. Excuse-moi, ouais. Ça, on a quand même pas mal de demandes à Toulouse. Là. Ça serait bien de structurer un truc, là. Où je suis en Suisse, à Toulouse, ça commence à être bas. Je monte plus souvent vers la Belgique en ce moment, mais il y a moyen de faire ça. Peut-être au retour des Balkans, puis on va dans les Balkans sinon. Ça va bien se faire. Donc, au plaisir. Avec plaisir. Ah ouais? Puis Maurice, on se voit sous peu, hein? On est en Belgique, on n'avait pas réussi à te voir. C'est quoi, là? C'est quand même fou, ça. T'es rendu trop occupé, toi? C'est toi qui es rendu trop occupé. Bon, on fait de notre mieux. Sur ce, merci beaucoup. J'espère que j'ai l'autorisation de tout le monde qu'on repartage le live. On va pouvoir le mettre dans le groupe gratuitement là, pour les gens. Donc, voilà, on va pouvoir profiter de ça. Ils ne peuvent pas tous être disponibles à cette heure-là. Donc, au plaisir de vous revoir et de continuer à discuter avec vous. Pour vous avoir en formation, évidemment, en personne, ça serait génial aussi. Sinon, en ligne, hein, mais je suis facilement rejoignable. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour vous parler. Puis, Barbara aussi, elle passe pas mal de temps là, avec ça maintenant. Là. Donc, une chance qu'elle est là, d'ailleurs. J'aurais la barbe comme ça. Puis... Bon, excellent. OK, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Merci, bonne soirée. À la prochaine.